Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Moi, c'est LP. Et on continue aujourd'hui avec vous notre top 100 version 2023, donc troisième segment. On s'attaque aujourd'hui aux positions 71 à 80. On progresse déjà, on va avoir un premier tiers à peu près, pas tout à fait, mais un premier tiers de complété. Donc, on a déjà eu quelques gros titres qui sont partis, des jeux qui ont chuté de façon vertigineuse et qui sont encore là, ce que je trouve toujours exceptionnel pour ces jeux-là, d'être encore présents dans nos jeux préférés après 5 ans. Toujours garder en tête qu'il y a tellement de jeux qui sont sortis sur ces 5 années-là. Puis 3 crossovers à date, fait qu'on a des listes quand même assez différentes les uns des autres. Puis on a eu déjà dans le deuxième segment un crossover qui a failli être au même rang. Je ne sais pas si ça va arriver. Je pensais pas que ça avait une chance d'arriver, mais ça a passé beaucoup plus proche que je pensais. Bon, peut-être que ça arrivera aujourd'hui. Donc, on y va avec la position 80. Ouvre-nous ça, LP. Parfait. Ben, je commence avec ma position 80. Donc, ça sera un crossover, je te le garantis déjà. Je te dis juste que ça sera sûr que pour toi, il n'est pas à 80e place. Je parle de Star Wars Rebellion. Ouais. Qui, moi, j'avais classé 22e la dernière fois. Donc, un très, très bon jeu. Qui est encore excellent. Et je résumerai sa chute de 58 places par le nombre de fois qu'il est arrivé sur la table et par le fait que on va regarder une petite surprise, mais il y a un autre jeu qui fait quelque chose de façon similaire que j'aime davantage. Ouais, quand tu as le choix entre les deux, c'est ça, c'est toujours l'autre qui sort. Fait que ce qui fait que Star Wars Rebellion, j'ai joué, mais en fait pas je pense, j'ai joué une fois depuis le dernier top. Ça montre à quel point il est excellent, il est encore sur mon top. Mais qu'est-ce que c'est Star Wars Rebellion? C'est Star Wars in a Box. On va avoir un joueur qui va cacher la fameuse base rebelle quelque part sur l'une des planètes de la galaxie. L'autre joueur va contrôler l'Empire, va tenter de trouver cette cachette-là. Le joueur rebelle va tenter d'accomplir diverses missions qui vont faire progresser son jeton de partisanerie, là, son jeton de rébellion sur une piste qui va avancer à tous les tours de jeu. Et il y a deux marqueurs sur cette piste-là, une piste qui va marquer le nombre de tours de jeu, puis une piste qui va avoir le marqueur de rébellion qui va avancer selon les succès des missions rebelles. Puis si les deux jetons se croisent, les rebelles vont gagner la partie. Alors qu'à l'inverse, l'Empire, avant que ces deux jetons se croisent-là, va tenter de trouver la base rebelle et de la détruire. Les mécaniques du jeu sont quand même assez, pas quand même assez, sont très originales dans la façon dont c'est fait, dans la mesure où il y a les deux vont. C'est un jeu de dudes on a map, là, les deux vont déployer des unités, mais évidemment, l'Empire en a beaucoup plus. On va avoir des personnalités importantes dans notre Empire, des lieutenants qui vont être séparés entre la flotte puis terrestre. Puis on va déployer ces lieutenants-là. Puis quand je dis lieutenant, ça peut être Darth Vader, l'Empereur Palpatine, Luke, Han, Chewie, comment ça s'appelle, Mon Mothma. Les personnages importants de l'ancienne saga, dis-je, c'est important de le préciser, c'est basé sur la saga des épisodes 4, 5 et 6. Puis on va déployer ces unités-là. C'est ces troupes-là qui vont donner divers ordres, fait qu'ils vont prendre contrôle de différentes planètes ou les libérer si on est les rebelles. On va placer des ordres de construction, puis il y a une phase programmation, parce que quand je veux construire un gros vaisseau, il n'arrivera pas tout de suite, il va arriver dans quelques tours de jeu. Puis on ne joue pas tant de tours que ça dans une partie, fait que quand je construis un vaisseau qui prend 3 tours à se déployer, ça va prendre du temps avant qu'il arrive, puis avant que je l'ai disponible. Puis on va tenter de se déployer puis de parcourir la galaxie comme ça. Puis tout est parsemé de cartes événements, mais pas de cartes événements, mais de cartes qu'on va jouer qui reprennent différents événements des films. Puis c'est là que le jeu devient super croustillant pour des amateurs du jeu, l'amateurs de l'univers de Star Wars. C'est ça, c'est des cartes missions qui vont reprendre différents événements du jeu. Puis pas du jeu, mais de la série. Puis c'est là que ça devient super le fun parce que là, c'est comme si on refaisait les films 4, 5 et 6, mais on les refaisait à notre sauce. David vient de jouer une partie où c'est pas où on va capturer Mon Mothma, on va réussir à la mettre du côté obscur de la force, puis on va se servir de ses compétences diplomatiques
pour aller prendre contrôle de davantage de planètes. Puis plus l'Empire contrôle la planète, plus il y a une force de production d'unités qui est intense et qui est puissante. Puis il peut déployer davantage d'unités parce que chaque planète a une espèce d'icône qui indique quel type d'unité elle peut produire, puis combien de temps ça prend pour les produire, puis tout ça. Fait que, tu sais, puis moi, dans la première partie que j'ai joué, ben, c'était un classique. Boba Fett a capturé Leia, puis il l'a livré à Darth Vader, qui l'a amené à Palpatine, qui l'a retransmis du côté obscur de la Force, alors que j'ai l'autre, il est arrivé avec Luke Skywalker, puis non, tu ne deviendras pas un Jedi, toi. Moi, je fais sauter Dagobah avec l'étoile noire. Ouais, fait que tu peux pas faire la quête pour qu'il devienne Jedi. Tu pourrais jamais faire parce que Yoda, il est mort. c'est terminé. Mais dans d'autres missions, c'est Kashyyyk qu'on va aller faire exploser avec l'étoile noire parce qu'il y a une coupe de cartes, si ma mémoire est bonne, fatigante qui a rapport avec Kashyyyk que les rebelles peuvent avoir. Fait que cette espèce du jeu du chat et de la souris-là est vraiment très, très bien fait. C'est évidemment un univers extrêmement riche. Fait que si on a trippé sur les épisodes 4 et 6, 4 à 6, dis-je, on refait ces épisodes-là, mais à notre propre sauce. Le seul bémol que j'avais à l'époque, c'était le système de combat que je trouvais maladroit. Il était correct, là, sans plus. Qui était pas parfaitement huilé comme le reste du jeu, mais pas mal tout le monde qui a essayé l'extension qui amène Rogue One à l'intérieur du jeu, qui se passe à peu près à la même époque, fait que, ça fit. Tout le monde me dit qu'il corrigeait le système de combat et qu'il les rendait vraiment beaucoup plus efficaces, mais je n'ai jamais essayé l'extension Rogue One, donc je ne peux que croire. Ouais, c'est cool. Avant, t'avais un deck de cartes, là, fait que tes commandants aériens ou sur Terre te faisaient piocher un certain nombre de cartes, puis ces cartes-là, tu pouvais les jouer dans la bataille pour faire des bonus. Mais là, l'extension, on enlève ces paquets de cartes-là et on a une main de cartes. Fait que t'as une main de cartes aérienne, t'as une main de cartes terrestres et tu vas jouer une carte de ta main. T'es obligé de jouer une carte de ta main à chaque bataille, à chaque ronde de combat. Et les cartes vont faire un effet, mais si tu la joues et que tu as l'unité de cette carte-là, elle va faire un effet, va être plus fort. Mais quand tu joues une carte, elle se va dans ta défausse, puis tu récupères juste ta défausse quand tu as joué toutes tes cartes. Fait que c'est ça. Fait que c'est ta gestion de cartes comme ça qui devient plus intéressante. Puis on a ajouté des nouvelles unités qui ont aussi des dés verts, qui sont des dés qui peuvent avoir un symbole de dégâts qui, juste là, je pense, 2 faces sur 6. Mais c'est le dégât qui peut être sur n'importe quel type d'unité. Ok, ouais. Fait que c'est des unités un peu plus versatiles pour les dégâts qu'ils font, mais ils ont moins de chances de le pogner. Fait que ça ajoute cette variante-là. Puis t'as aussi ces dés-là qui peuvent servir dans les jets de compétences de nos héros. Fait qu'il y en a qui vont avoir des icônes, des petits icônes, fait qu'ils vont acheter des dés verts, qui ont moins de chances de succès, mais ils vont avoir plus de dés pour faire le jet de compétences. Là. Ok. Fait que non, c'est une belle extension. Puis, il y a un nouveau setup, il y a un nouveau set de cartes mission que tu peux utiliser. Le setup va être différent. Celui de... Ouais, vu que c'est le setup de Rogue One, t'as pas l'étoile de la mort en partant, elle est en construction au début de la game. Fait que tu vois, elle va commencer à l'étape 3, fait que dans 3 tours, elle va tomber sur le plateau. Fait que ça change un peu la dynamique. Faut que tu la protèges le temps qu'elle soit finie. Fait que, non, c'est vraiment cool. J'ai joué pas longtemps pour ma fête, justement. Puis c'est fou, même si ce jeu-là, on le joue une ou deux. Si on le joue 1 ou 2 fois par année, c'est bon, mais pour un jeu gros et complexe comme ça, c'est fou à quel point le système de règles n'est pas si compliqué que ça au final. Le core du jeu est relativement simple. Et puis il y en a d'autres jeux qui vont revenir et qu'on va dire la même chose. C'est un jeu qui s'explique pas si mal que ça. C'est juste que tu as tellement d'options et de possibilités avec tes cartes, tes unités, ton recrutement, tes personnalités. Ouais, parce qu'au final, tu joues des cartes missions, tu vas assigner soit des leaders à des missions, ou tu vas laisser tes leaders dans ton pool, puis ceux de ton pool vont pas te servir pour les mettre sur le plateau pour déplacer tes unités. Fait qu'ils vont servir de commandant pour tes unités, dans le fond, pour les déplacer sur le plateau. Fait qu'en gros, c'est ça le système d'action. Puis là, évidemment, il y a toutes les règles de combat puis le reste. Ouais, puis évidemment, les leaders sont tous. Palpatine doit être super fort dans les missions de diplomatie puis de menace, tu veux, alors que Darth Vader va être super fort dans. Si tu mets au combat, il va être très efficace. Ouais, c'est ça. Ils ont des scores de compétences selon le personnage. Mais excellent jeu. Je suis pas d'accord. On va sûrement reparler dans une couple de segments. Pas de suite, d'après moi. Il était numéro 3 dans mon ancien top 100. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mon numéro 80, j'y vais avec un jeu qui se joue avec application.
Euh, Ok. donc, c'est Chronicle of Crime. Ok. Donc, c'est un jeu de 2018, donc il n'était pas encore. Ou il venait juste de sortir quand Ouais. on a fait l'octobre. Bref, il n'était pas dedans. C'est un jeu d'enquête. C'est un jeu qui va jouer avec une application. Je vous ai dit ça. Ouais. Ouais. On va, dans le fond, faire un scénario. Ou des fois, il y a des petites campagnes qui peuvent se faire aussi de 2-3 scénarios. Puis on va avoir, dans le fond, des lieux à visiter qui vont être représentés sous forme de code QR. Fait que c'est un jeu qu'on va scanner les codes QR pour aller au lieu qu'on veut aller, pour aller jaser avec quelqu'un, pour aller l'interroger, pour aller dans un lieu pour ramasser des preuves, aller à la scène du crime. Puis quand tu vas à la scène du crime, tu vas avoir une reconstruction 3D en réalité virtuelle de la scène du crime. Fait que tu vas mettre une espèce de lunette comme sur ton téléphone, puis tu vas voir l'environnement en 3D. Fait que tu vas décrire l'environnement. Tu vas dire, OK, ben là, je vois qu'il y a, je sais pas, il y a une revue à terre, puis il y a des gouttes de sang, il y a un couteau. Puis là, tu vas décrire tout ce que tu vois dans l'environnement 3D. Puis les autres vont sortir des cartes qui représentent ce que tu leur décris. Puis après ça, on va pouvoir scanner ces cartes-là pour savoir si c'est des objets qui sont utiles à notre enquête, qui sont des preuves qu'on va ramasser de la scène du crime. Puis après ça, on va se promener avec ces preuves-là. Puis là, on pourrait appeler le gars du labo en disant « Hey, toi, qu'est-ce que tu as trouvé avec l'autopsie? » Ou « On a trouvé une tache de sang, je l'ai envoyé au gars du labo, fait qu'il va pouvoir me donner l'ADN ou des trucs comme ça. » Tu peux aller interroger des témoins, fait que tu vas aller visiter un bar, puis là, dans le bar, tu vas rencontrer des personnes, fait que tu vas leur montrer des preuves que tu as en les scannant, tu vas avoir des questions à répondre et tout ça. Fait que tu vas avancer comme ça dans ton enquête pour essayer d'investiguer les différentes pistes que tu vas trouver pour tenter de savoir ce qui s'est passé, qui a été le meurtrier, si c'est une affaire de meurtre. Là. Il n'y a pas juste des meurtres, il y a d'autres affaires aussi. Mais bref, tu vas essayer d'investiguer et de trouver qui est le suspect, qui a fait le crime, pourquoi, c'est quoi son motif, c'est quoi l'histoire, c'est quoi le lien entre les personnages dans l'histoire, les gens qu'on rencontre. Puis une fois que tu penses que tu as assez d'informations, tu vas aller au poste de police, puis tu vas aller faire ton rapport de police. Fait que tu vas répondre à un questionnaire classique des jeux d'enquête, là. Fait qu'ils vont te poser des questions, puis tu vas répondre selon les informations que tu as trouvées pour avoir un pointage à la fin du scénario. Ce qui est le fun aussi dans le jeu, c'est qu'il y a une notion du temps. À chaque action que tu fais, à chaque fois que tu scannes quelque chose, à chaque fois que tu te déplaces d'un lieu à un autre, tu as du temps qui passe. Puis le temps va influencer qu'est-ce qui se passe dans certains lieux. Tu sais, si je vais aller interroger un témoin qui se tient dans un bar, si je vais à 2h de l'après-midi, il est pas là. Mais si je vais à 8h le soir ou à 10h le soir, pas mal plus de chances que je trouve ce témoin-là dans le bar à cette heure-là. Fait qu'il faut réfléchir un peu à comment on fait notre enquête, puis qui on va aller voir et à quel moment de la journée on se trouve, qu'est-ce qui est prioritaire à aller au début vu qu'on est dans la journée, puis qu'est-ce qu'on a peut-être intérêt à plus checker le soir. Fait qu'on a cette notion-là à avoir, la notion du temps. Ça fait un peu plus immersif dans le jeu, je trouve. Ça y ajoute un petit cachet qui est intéressant. C'est un jeu qui a eu beaucoup d'extensions. Il y a eu 2 extensions dans Chronicle of Crime, puis il y a eu ensuite une autre trilogie de jeux de Chronicle of Crime dans des années différentes. Là. 1400, 1900, puis 2400. Voilà. Puis il y a juste 2400 que je n'ai pas joué, mais je pourrais dire que, sans rien spoiler, il y a quelque chose qui les relie. Ouh, malade. Fait que c'est super sympathique. Faut aimer les jeux avec application parce qu'on passe beaucoup de temps à scanner les cartes et à faire ça. Mais j'ai beaucoup aimé le côté immersif de l'environnement 3D pour décrire la scène du crime. C'était vraiment hot aussi. Fait qu'un bon jeu d'enquête qui mélange jeu d'enquête et jeu à application qui rend le tout un peu plus immersif. Fait que mon numéro 80, c'est Chronicle of Crimes. Parfait. Fait que je vais continuer avec mon numéro 79. Donc, il y a en commun avec mon numéro 80 que c'est un jeu qui a rapport avec l'espace, la science-fiction et des extraterrestres, mais qui est beaucoup plus simple parce que c'est un jeu solo qui s'appelle Under Falling Skies. Under Falling Skies va avoir la particularité que c'est un jeu strictement solo. Il n'y a pas de règles pour jouer à 2 ou plus. C'est un jeu qui ne se joue qu'à 1. Et c'est, comme je l'avais dit précédemment, dans un segment précédent, j'avais dit que j'aimais les jeux de placement de dés. Je ne me rappelle plus quel jeu je parlais, je pense que c'est Steampunk Rally. C'est un jeu de placement de dés.
Fait que qu'est-ce qu'on a, c'est qu'on va avoir 5 colonnes d'extraits. Ben, en fait, c'est, comment il s'appelle, le jeu Space Invaders. Space Invader. En version jeu de société à 1. On va avoir une espèce de mothership, là, qui est l'espèce de grand jeton qu'on voit dans le haut du plateau qui va descendre. De ce mothership-là, il va y avoir des vaisseaux qui vont sortir et qui vont se séparer sur 5 colonnes. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une base en dessous de ça, qu'on voit sur le côté en bas à gauche, qui va être sur 2 ou 3 tuiles. Sur ma base, je vais avoir un excavateur, qui est un jeton placé là, qui va creuser de plus en plus creux sur ma base. Et à chaque fois qu'il va creuser, il va débloquer des nouvelles cases où je peux aller placer mes dés. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer 5 dés. Puis les 5 dés, je vais avoir à les assigner dans ma base. Si j'assigne un dé plus loin que l'excavateur, ben, ça veut dire que l'excavateur va creuser jusque-là. Ça va coûter un certain nombre de ressources, de l'énergie. Toutes les autres dés, je vais les assigner sur différentes cases. Ça va créer de l'énergie, ça va recruter des robots, en tout cas différents effets selon les scénarios dans lesquels je me trouve. Il y a une petite campagne qu'on peut faire solo qui est super agréable. Puis, la grosse twist, c'est que si je place un 4, par exemple, dans un bâtiment qui me permet de générer de l'énergie, qui est la ressource principale du jeu, mais je vais générer 4 d'énergie, mais le vaisseau qui est dans cette colonne-là va avancer de 4. Puis selon l'endroit où il se trouve, il va activer des effets négatifs, il va faire progresser le mothership d'une case, ou il peut se mettre dans une position vulnérable. Il y a certaines cases que si le vaisseau, des vaisseaux ennemis, j'ai réussi à les manipuler pour les placer sur certaines cases, ben, si j'active un canon, ben, ça permet de tirer tous les vaisseaux qui sont sur des cases, par exemple, numérotés 4 ou moins. Fait que si j'ai réussi à placer 2-3 vaisseaux sur cette case-là, j'ai réussi à activer, ben, ça détruit quelques vaisseaux qui vont retourner sur le mothership et qui vont se respawner le tour d'après. L'objectif étant qu'il y a certaines salles sur fond vert qui vont générer de la recherche, où j'imagine toujours Jeff Goldblum avec son ordinateur. Fait qu'ils vont générer ce que j'appelais quand je jouais du Jeff Goldblum. Puis quand tu as assez de Jeff Goldblum, ben, tu gagnes la partie. Fait que l'idée, c'est de repousser l'ennemi suffisamment longtemps pour que tu fasses développer ta piste de recherche technologique qui est sur le côté gauche du plateau sans que ta base prenne trop de dégâts. Chaque fois qu'un vaisseau sera à ta base, il est détruit, mais il fait un point de dégâts. Fait que c'est un jeu très très simple à prendre en main, mais qui te t'offre des décisions stratégiques. C'est fou comment cette simple décision-là de plus je mets un dé haut sur ma case qui me permet de développer de l'énergie, mais plus je génère de l'énergie, mais plus le vaisseau qui est en avant de moi avance aussi. Fait que après, comment je vais gérer ça, comment je vais essayer d'optimiser ça, puis tu as un gros calcul à faire de si je m'en vais là, lui, ça, parce qu'il y a des effets qui vont faire que, par exemple, un vaisseau va changer de colonne ou des trucs comme ça. Fait que si je place dans l'ordre dans lequel tu places tes dés, c'est super important. Parce que si je place ce dé-là en premier, ben là, ce vaisseau-là, il avance puis il change de colonne. Après, je place un dé dans l'autre colonne. Fait que là, j'ai 2 vaisseaux qui avancent dans la même colonne. Ils se placent en position vulnérable, ce qui me permet de placer un dé là qui active mes canons. Ça les détruit tous les deux, etc. C'est vraiment un jeu extraordinaire en termes de placement de dés. Solo. Fait que c'est sûr, il faut que ça intéresse les joueurs solo. À la limite, j'ai déjà joué une couple de games à 2. C'est juste que là, on prend nos décisions ensemble. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire, etc. C'est pas impossible à faire, mais c'est un jeu solo. Fait que 79e Under Falling Skies. Qui était parti d'un print and play, ouais, c'est ça. Qui a eu suffisamment de popularité puis qui a fini par être édité par CGE. CGE. Ouais, puis y a-tu une évolution dans les règles pour la campagne ou c'est juste le board qui change? Il y a des petites évolutions, on va te rajouter des petites règles, tu as des nouvelles pièces, mettons, que tu n'as pas dans les premières parties, quelques nouvelles composantes. Il n'y a rien qui est secret, tu les vois tout au début, mais tu vas avoir, à partir de la 2e, 3e partie, tu vas avoir des robots que tu peux commencer à gérer. Puis chaque morceau de ciel se vire de bord, fait que tu peux vraiment générer ton niveau de difficulté comme tu l'entends. Si tu joues normal, ils sont tous du même côté, puis tu as 4 parties dans le ciel. Si j'ai flip les 4, le jeu est super difficile. Mais je peux en flipper 1, 2, les 3. Tu vas découvrir, il y a des éléments évolutifs dans l'ensemble que tu vas avoir des pilotes spéciaux, des villes spéciales. Okay. Ta base à toi va changer selon le scénario que tu fais. Fait que c'est pas les mêmes endroits que tu as, c'est pas les mêmes bases que tu as. Puis tout se mélange. Fait qu'il y a de très très belle rejouabilité pour le prix que tu as aussi. Super. Mon numéro 79, c'est une nouveauté qui est sortie en 2022. C'est le jeu Carnegie. Ça, donc, c'est un gros jeu euro, mais qui est très interactif. Donc, pour ceux qui aiment les jeux de gestion, mais que l'influence des autres joueurs va avoir un impact sur ce qu'on peut faire. C'est un jeu qui peut vous parler.
C'est un jeu avec beaucoup de mécaniques différentes, là. En gros, c'est du engine building principalement. Puis on va aussi avoir une petite construction de réseau sur un plateau. On va aller faire des industries dans des villes ou faire des ponts ou des structures. On va construire des trucs dans des villes, en fait. Puis on va avoir, dans le fond, un board personnel qui est notre compagnie. Fait qu'on va tout faire nos actions à partir de notre compagnie, qui est un board dans lequel on va placer des tuiles qui sont les différents départements de ta compagnie. On va commencer avec un certain nombre de départements sur notre plateau, puis en cours de partie, c'est une des actions qu'on peut faire, c'est ouvrir des nouveaux départements. Là, fait qu'on va pouvoir placer des nouvelles tuiles, puis ces tuiles-là vont nous donner des actions qui sont meilleures, qui sont plus efficaces, qu'on va pouvoir faire aussi pendant la partie. On va pouvoir faire des actions de recherche pour développer évidemment notre compagnie. Puis on va avoir des espèces de languettes qui sont sur le côté droit de notre board. Puis quand on fait des actions de recherche, on peut ouvrir les languettes qui vont nous permettre justement de placer les jetons qu'on pourrait placer sur le plateau éventuellement quand on va faire les actions de construction. Fait qu'il faut qu'on se développe. Puis en même temps, ces languettes-là vont débloquer des revenus aussi. Fait que plus on les avance, plus on va avoir de revenus quand on va déclencher des revenus pendant la partie. Fait qu'il y a vraiment un gros côté engine building avec cette petite languette-là qu'on devra développer et gérer pendant la partie. Fait que ça, c'est un beau côté intéressant. Puis c'est bien fait, là, le board, il y a comme une place pour rentrer la languette à l'intérieur. Elle n'est pas juste en dessous, là, elle est vraiment rentrée dans un rail. Là, fait que c'est vraiment du bon matériel pour c'est un jeu qui a quand même passé par Kickstarter à la base. Là. Fait qu'on va... En fait, le système d'action du jeu, c'est un système de je choisis une action, tout le monde la fait. Mais c'est que chaque action peut être faite un certain nombre de fois pendant la partie, par exemple. 5 fois de mémoire. Fait que si je fais l'action de recherche, premier tour, tout le monde fait l'action de recherche. Puis au deuxième tour, si toi tu fais l'action de recherche, tout le monde la fait, l'action de recherche. Mais là, au deuxième tour, on est peut-être plus prêt à la faire de façon aussi efficace parce que là, nos bonhommes sont pas nécessairement prêts, puis nos départements sont pas nécessairement upgradés pour ça. Fait que c'est à toi de voir quand tu veux activer une action, puis quand tu veux laisser les autres faire l'action pour toi, parce que OK, moi, je veux faire cette action-là, mais lui, d'après moi, il va la faire à son tour. Fait que moi, je vais faire d'autres choses parce que lui, il n'est pas prêt à faire autre chose. Puis lui, à son tour, va faire celle que je voulais faire vraiment. Fait que tu as tout le temps cette discussion-là à avoir, cette réflexion-là plutôt à avoir. Mais des fois, tu peux te faire avoir. Tu peux dire, l'autre va le faire, mais l'autre finalement, a la même réflexion. Puis fait comme, non, tu veux que je fasse cette action-là, mais je fais totalement autre chose. Fait que c'est un jeu que des fois, les parties ne seront pas tout le temps satisfaisantes au niveau du engine building puisque tu construis. Parce que tu vas faire des fois des tours qui sont un peu poches. Parce que les autres vont te piéger un peu. Puis c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Parce que s'ils voient que tu n'es pas prêt à faire telle action, puis que eux, ça les bénéficie ça fait de la partie de la dynamique du jeu. Là. C'est ça. Ça fait partie de la dynamique du jeu. Mais il faut aimer ce côté-là pour jouer à ça. Ça peut faire un petit côté un peu take that pour un jeu euro là, dans ce style-là. Mais c'est très présent dans ce jeu-là. On a un système d'objectifs aussi qui est intéressant. On va aller placer des jetons sur des objectifs au cours de la partie. Fait qu'on va se commettre à certains objectifs. Puis les objectifs sont tous uniques. Fait que c'est un peu une course à aller réclamer certains objectifs qu'on pense qu'on va pouvoir les maximiser parce qu'ils ont comme un maximum de points chacun qu'on peut faire. Fait qu'un beau jeu, une belle dynamique, très interactive pour un jeu de gestion puis un jeu euro, avec un très bon engine building à l'intérieur puis une belle production. J'ai reçu ma copie il n'y a pas longtemps, justement. Fait que, c'est un jeu que je vais pouvoir éventuellement continuer à jouer, à explorer, puis peut-être vous présenter en vidéo un de ces 4. Fait que Carnegie a un très bon succès dans les sorties 2022. C'est mon numéro 79. Ce qui nous amène donc à mon numéro 78, qui est un de mes classiques personnels. Je vois pas comment ce jeu-là va sortir dans mon top 100 un moment donné, mais il sera jamais dans le top 30, 40 ou 50. Il va toujours vaquer entre 60 et 100. Je pense que la dernière fois, il était 61e. C'est Onitama. Tu sais à quel point je sors régulièrement ce jeu-là en animation. En convention, en animation, etc. Onitama, dans le fond, c'est ce qui a tué de façon définitive les échecs pour moi. C'est sensiblement le même jeu en version plus simple et je trouve plus intéressante, évidemment.
Notamment, dans le fond, on a 2 joueurs qui vont contrôler chacun 5 pions. Sur ces 5 pions-là, on a un sensei et quatre disciples. L'objectif étant de capturer le sensei adverse, ou comme on le voit dans le milieu des 2 lignes de départ, il y a un monastère qui est représenté soit par une espèce d'icône rouge ou icône bleue, selon le côté où on trouve. Si on réussit à amener son propre sensei dans le monastère adverse, on va également gagner la partie. La grande particularité de ce jeu-là, parce que à la base, c'est un jeu de type échec, fait que si je déplace l'une de mes pièces sur l'une des tiennes, je capture ta pièce, puis tu l'as plus le reste de la partie. Bon, on a juste 5 pièces chaque. Et nous commençons chacun avec 2 cartes de déplacement, puis ensuite, il y a une carte neutre qui est placée entre nous deux, face à moi ou face à toi, selon qui sera le premier joueur. Mes 2 cartes de déplacement que je possède vont me dire comment je peux me déplacer. Fait que j'ai une carte qui va me dire, par exemple, ben, je peux me déplacer de 1 vers l'avant ou 1 vers la droite. À titre d'exemple. L'autre carte va me dire je peux faire un bond de 1 à gauche en avant, un bond de 2 vers la droite, ou je peux reculer d'une case à l'arrière vers ma gauche, comme on voit avec le rabbit à droite sur ta carte. L'idée est qu'à mon tour de jeu, je vais dire, bon, je choisis telle pièce, je choisis laquelle de mes 5 pièces je vais faire bouger. Je dis, je vais jouer avec ma carte Cobra et j'avance cette pièce-là de une case en avant à droite, puis là, je déplace ma pièce. La carte que je vais avoir jouée, je vais la tourner, je vais la mettre face à mon adversaire sur le côté du plateau, puis la carte neutre qui avait été placée initialement au départ, je vais la ramasser, puis c'est celle-là que je vais avoir maintenant. Fait que c'est un espèce de système d'économie fermé où chaque joueur va avoir 2 cartes, va jouer l'une de ces 2 cartes pour faire déplacer l'un de ses pions, puis la carte qu'il a jouée, il va la mettre pour que son adversaire la ramasse au prochain tour. Puis lui, il va ramasser la carte que son adversaire a jouée précédemment. Fait qu'on a 5 cartes de mouvement dans toute la partie qu'on va se passer tout au long de la partie. Fait qu'il faut calculer, il ne faut jamais oublier c'est quoi les 5 cartes de mouvement qui sont sur le plateau. Il faut calculer. Fait que c'est un jeu extrêmement stratégique, extrêmement tactique dans la façon dont tu vas placer tes pièces, dont tu vas les déplacer, tu vas essayer de capturer, de piéger un adversaire dans un coin, essayer de capturer sa pièce. Fait que c'est vraiment un jeu purement abstrait de type échec, mais avec son espèce de, je sais pas de meilleur terme que d'économie fermée avec les 5 mouvements qu'on a le droit pour cette partie-là, puis qu'on va se passer. C'est très probable que je me ramasse avec une carte de mouvement que j'ai. Cette carte-là est vraiment très forte, je peux pas t'adonner. Mais si je veux pas t'adonner, ça veut dire que je suis toujours obligé de jouer avec l'autre carte. Ouais. Fait que je me bloque beaucoup dans les déplacements que je vais faire. Puis si toi, tu te rends compte de ça, tu vas dire parfait, moi je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça, je sais que tu ne joueras pas l'autre. Fait que donc, tu vas toujours être obligé de jouer ça. Fait que je vais finir par te ramasser dans un coin, ce qui va soit te forcer à jouer l'autre, soit tu vas te faire capturer des pièces plus facilement. C'est un jeu brillant, brillant, brillant de simplicité, mais qui est super intéressant. Puis, si on a quelques extensions, les extensions ajoutent des nouvelles cartes de déplacement. Il y a une carte, la dernière extension, je ne l'ai pas, mais l'avant-dernière ajoutait une espèce d'esprit du vent qui faisait un double déplacement sur le plateau. Il y a des aspects intéressants, mais juste le fait, si on a une extension qui rajoute juste des cartes de plus, une 50aine de cartes, t'envoies juste 5 par partie, tu as une rejouabilité infinie. Un très, très bon jeu abstrait, honnêtement. Super. Mon numéro 78, je vais y aller avec un jeu qui s'appelle Tiny Town, OK. qui est sorti en 2019, qui a été traduit en français sous le nom de Les Petites Bourgades. Voilà. Donc, c'est un jeu quand même abstrait, ça aussi, dans lequel on va construire une ville sur un petit plateau. Hein? Fait que c'est un jeu qui porte bien son nom. Tiny Town. Donc, c'est un jeu qui a un feeling un peu d'un roll and write. Un peu. C'est pas un roll and write, mais... Bref, je vais vous expliquer comment ça marche. Vous allez peut-être comprendre le parallèle. Là. En fait, à ton tour, quand tu es le joueur actif, tu vas choisir une couleur de cube. Un cube rouge, un cube gris, un cube bleu. Fait que tu choisis une couleur de cube. Et là, tous les joueurs doivent prendre un cube de cette couleur-là et le placer sur leur plateau. Fait que là, le prochain joueur devient actif, choisit une couleur de cube, tout le monde prend le cube de cette couleur-là, puis doit le placer sur son plateau, puis ainsi de suite. On va avoir des cartes qui représentent tous les bâtiments qu'on peut faire dans le jeu. Et les bâtiments vont être représentés par des schémas de cubes de différentes couleurs. Fait que si tu veux faire, je sais pas, un puits, ben il faut que tu aies un cube brun à côté d'un cube gris. Fait que si tu as cette configuration-là, quand tu joues un tour de jeu, tu peux dire, ben j'enlève ces 2 cubes-là, puis je les remplace par ce bâtiment-là, par le puits. Puis tu vas placer le jeton du puits à cet endroit-là. Si tu veux faire une auberge, ben ça te prend tel cube dans telle configuration, puis quand tu réussis, ben tu vas mettre un jeton d'auberge sur une de ces cases-là. Puis on va continuer comme ça.
Puis éventuellement, ben, tu vas essayer de maximiser tes tours de jeu pour aller placer les bâtiments les uns par rapport aux autres pour faire les points de la façon dont chaque bâtiment score. Chaque bâtiment va scorer des points de façon différente. Donc, tu vas essayer de les positionner comme ça. Mais pour faire les bâtiments, il faut que tu fasses les schémas de cubes. Fait qu'en construisant des bâtiments, tu as moins d'espace. Parce que ton board, c'est 16 cases. Mais tu peux jamais avoir un cube et un bâtiment sur la même case. Fait que c'est à toi de réfléchir comment tu veux placer tes bâtiments pour te laisser l'espace nécessaire pour remettre d'autres cubes, pour refaire d'autres bâtiments. Fait que c'est vraiment un puzzle qui est intéressant. Puis c'est un jeu qui peut devenir quand même un peu méchant parce que vu que tu n'as pas le contrôle des couleurs de cubes que tu mets, c'est pas toujours facile de s'adapter dans ce jeu-là. Surtout si tu joues à plusieurs, ça peut jouer jusqu'à 5. Fait que si tu joues à 5, tu contrôles la couleur de 1 cube sur 5. C'est pas beaucoup, puis c'est dangereux, là. Surtout quand tu commences à manquer de place vers la fin, mais ça se peut que tu sois bloqué à un moment donné, tu peux plus construire, là, ta partie est finie. Tu vas pouvoir scorer les points avec ce que tu as fait. Puis ce qui est vraiment cool dans le jeu, c'est que je pense qu'il y a comme 6 sortes de bâtiments, ou 6 ou 7 sortes de bâtiments. Qui ont chacun un morceau un jeton de bois différent, là, qui sont super beaux en passant. Mais on va avoir plusieurs cartes pour chaque bâtiment. Mettons la taverne, mais tu sais, mettons, il y a comme 4-5 cartes de taverne. Fait qu'il va y avoir plusieurs effets de scoring différents. Fait que t'en prends une des cartes de taverne pour la partie, une des cartes de puits, une des cartes d'église, une des cartes de marchand. Fait qu'il y a plusieurs cartes différentes pour chaque bâtiment. Fait que ça fait une belle variété dans le jeu parce que justement, tu vas avoir des parties qui sont différentes parce que tu prends seulement une carte de scoring par bâtiment qui existe. Puis chaque joueur va avoir un bâtiment unique aussi, qui sont les espèces de bâtiments roses, là, qui sont des cartes un peu plus puissantes, qui prennent beaucoup de cubes à faire, puis qui ont un effet différent. Fait que tout le monde a un bâtiment unique qui est différent aussi. Fait que ça fait une belle variété dans l'intérieur du jeu. C'est un beau jeu tactique, stratégique. Ça a un feeling d'un jeu de placement de ville, de placement de tuiles, sauf que l'on place des bâtiments. Mais la façon de faire les bâtiments est ingénieuse avec les cubes. C'est vraiment très plaisant à jouer. Okay. Tiny Towns, mon numéro 78. Alright. Mon numéro 77, on a un nouveau crossover. Tu l'avais mis, je pense que c'est en position 83. Je parle donc du jeu de Arcane Wonders, designé par M. Matsuchi, Foundation of Rome. Je me doutais que tu allais le mettre. On est quand même proche en plus. Moi, j'ai 77, tout à 83. On est à 6 positions d'écart. Fait que Foundation of Rome, ben, tu l'avais décrit un peu. Je résume qu'est-ce que c'est. On a un jeu où on tente de bâtir la ville de Rome. Fait que c'est thématiquement la même chose que celui que j'ai nommé précédemment, Glory to Rome. Mais celui-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va d'abord et avant tout prendre possession de terrain par un système où on va avoir une piste de cartes où on peut aller acheter ces dites cartes. Plus la carte est sortie récemment, plus elle va coûter cher. Puis à chaque fois qu'on achète une carte, on doit déplacer toutes les autres cartes ensuite qui vont coûter un petit peu moins cher à acheter. Quand on achète une carte, on va prendre une espèce de marqueur de contrôle sur un plateau central. Puis éventuellement, avec une action, on va pouvoir échanger ces marqueurs de contrôle-là contre des bâtiments. Plus on contrôle donc de zones qui se touchent entre elles, qui sont proches, plus on va pouvoir construire un bâtiment qui est gros 2 par 2, 3 par 3. Ou faire une espèce de bâtiment qui est 1 par 4 ou 2 par 3, des trucs comme ça. Puis les bâtiments, grosso modo, vont se ranger dans 3 catégories. Il y a une catégorie où on va augmenter la population de notre ville qu'on contrôle, puis ça va être une majorité à chaque phase de scoring. Il y en a 3 dans la partie. Fait que celui qui mène sur cette piste-là va marquer davantage de points que les autres. Il y a un deuxième type de bâtiment qui est notre espèce d'engin économique. Fait que plus on a de ces bâtiments-là, plus on va faire d'argent quand on va faire l'action pour récolter de l'argent, puis quand on va faire de l'argent entre les tours de jeu. Puis il y a un troisième bâtiment qui est des bâtiments civils qui vont marquer des points de différentes façons parce qu'ils sont adjacents à des bâtiments qui ont de l'argent, parce qu'ils sont adjacents à des bâtiments qui ont de la population, etc. Puis c'est important de souligner que c'est adjacent à des bâtiments, peu importe qui est le propriétaire de ce bâtiment-là, que ce soit moi ou un autre joueur, ben si je suis adjacent à 6 de population, puis je marque 2 points de victoire par population, ben je vais marquer 12, peu importe sont acquis ces points-là. Fait que c'est un jeu hyper simple. C'est un jeu que je range définitivement dans la catégorie familiale, mais qui a des composantes
d'une qualité si grande que ça rend le jeu extrêmement spectaculaire. Ça semble rendre... Il semble plus complexe que ce qu'il est quand on le voit, parce qu'on a l'impression d'avoir des grosses mini partout. On a l'impression que ça va être super compliqué. C'est hyper simple. C'est un jeu que j'ai joué quand même régulièrement avec ma conjointe et mon enfant de 12 ans qui adore ce jeu-là parce que c'est simple à prendre en main et ça va super bien. C'est un jeu qui est impressionnant visuellement, qui malheureusement, ça fait qu'il est difficile d'approche au niveau du portefeuille. Ouais. Mais c'est un excellent petit jeu familial. Je suis obligé de le décrire comme ça. C'est un petit jeu familial très accessible. Jeu Mais familial à super, 300 biens. mais super agréable. Fait que Ouais. je suis content de le posséder, mais c'est un jeu qui... Vaut-il ce montant-là? C'est un autre débat. Des créateurs ont voulu y aller avec une production grandiose qui est impressionnante. Ils ont réussi à ce niveau-là, évidemment, mais pour moi, ça reste quand même un excellent jeu. Ouais. J'aime ça avoir ce genre de jeu-là que tu sors, ça prend 5 minutes à expliquer, puis qu'il y a quand même un effet wow. Il va attirer des gens qui ne sont pas nécessairement intéressés à ça. Comme ma conjointe, c'est pas du tout son genre de jeu, mais elle fait du bien cute ce jeu-là. Je veux l'essayer. Fait que c'est ça. Foundation Row, 77. Parfait. Moi, mon numéro 77, on va s'en aller un petit peu plus loin que Rome. On va aller en Égypte. OK. Ouais. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Pharaon. Ah, pas tout ça, je pense. Non. Il doit être plus haut que ça. Je pensais que j'allais dire Kemet. Peut-être. Donc, Pharaon, pour vrai, la boîte, c'est laid, là. C'est un gros scarabée sur une boîte brune. Là. C'est atroce. C'est un jeu... c'est un jeu de gestion de ressources, principalement, puis de combos. On a un énorme plateau avec différentes sections autour, qui est pas nécessairement tant beau que ça. C'est pas un jeu qui m'attire tant par son visuel. Comme on dit, c'est un jeu très, très beige, très brun. Ouais. Donc, il y a plusieurs sections dans le plateau. Il y en a 5, en fait. C'est des sections où on peut faire des actions. Puis on va avoir dans le fond des ressources de différentes couleurs. Puis c'est des jetons, des petits jetons de carton. Il y en a des rouges, des bleus, des verts, des jaunes et des noirs. Fait qu'on va gagner au début de chaque manche un certain nombre de ressources. On va comme drafter des tuiles de vase dans lesquelles il va y avoir certaines ressources. Fait qu'on va gagner ces ressources-là de base. Puis après, à notre tour, on va utiliser les ressources pour aller justement faire une des actions dans une des sections du plateau. Puis dans le fond, chaque section va me permettre de scorer des points de façon différente ou de gagner d'autres avantages ou d'autres ressources de façon différente. On en a un, c'est une espèce de piste où on va avancer. Donc, pour avancer à la prochaine case de la piste, il faut payer telle ressource. Puis tu vas avancer. C'est des genres de temples que tu vas progresser là-dessus. Puis à la fin de la game, tu vas scorer les points du temple où tu es rendu sur cette piste-là. Puis il y a une petite course aussi. Si le premier qui arrive à tel temple, il va gagner comme un jeton spécial qui donne des bonus de points. Tu as des genres de pistes que tu vas avancer qui vont aussi te donner des ressources bonus. Tu as des cartes que tu peux aller recruter qui sont des cartes qui peuvent te donner un pouvoir. Ou tu as des cartes qui peuvent te donner des objectifs de fin de game que tu peux aller recruter aussi. Puis tu as une place où tu peux aller chercher d'autres jetons de bonus, de ressources supplémentaires et tout ça. Fait que tu vas essayer de combiner un peu tes actions pour essayer de générer le plus de ressources et de, évidemment, t'installer dans les différentes zones pour scorer le plus de points. Tu as aussi, sur le plateau, là, vous voyez, il y a 3 espèces. Il y a les 5 sections sont séparées par des espèces de piliers. Là. Puis sur chaque pilier, il y a un dieu qui est là. Puis chaque dieu a un objectif au-dessus de lui. Puis dans le fond, c'est aussi à la fin de la partie, on va pouvoir scorer les objectifs des dieux si on a assez progressé dans les 2 zones qui sont à côté de ce dieu-là. Fait que si tu as atteint le minimum demandé dans les 2 sections à côté, tu vas pouvoir scorer les points que ce dieu-là donne. Puis le board, il est modulable, c'est un casse-tête, fait que tu peux le placer dans n'importe quel ordre, ça va fonctionner. Fait que tu n'auras pas nécessairement les dieux n'auront pas les mêmes objectifs parce qu'ils ne seront pas placés à côté de la même section à chaque game. Fait que c'est quand même intéressant. Puis au milieu du plateau, là, les actions coûtent des jetons de différentes couleurs. Mais ça va tourner à chaque manche. Fait qu'à chaque manche, la ressource la ressource jaune dans une manche, elle va servir dans une section. Mais à l'autre manche, la ressource jaune elle va servir dans la section à côté parce que ça va tourner. Fait que ça aussi, ça va influencer notre gestion. C'est un jeu qui a l'air de rien, ce jeu-là, honnêtement. C'est pas un jeu super attirant par la boîte ou par le board. Mais le gameplay est vraiment le fun.
Puis ça se prend super bien en main. Ça reste un jeu avec une belle accessibilité, un effet de combo qui est présent puis qui est satisfaisant pour un petit jeu de calibre familial, mais qui permet de faire des beaux combos de points. Donc un jeu pas super connu, mais super efficace. Donc Pharaon, qui est mon jeu 77 que j'avais joué une partie il y a plusieurs années, puis cette année je sais pas, je me suis procuré une copie à un moment donné, puis j'ai rejoué dans la dernière année, puis vraiment cool à prendre en main comme système de jeu. Donc voilà. Alright. On est rendu à 76. Ça progresse très rapidement. 76, donc moi je vais y aller avec un des coups de circuit de Riot Games, mais dans le jeu de société, c'est-à-dire Meg vs Minions, qui était précédemment pas sur ma liste. Finalement, il n'était pas là. J'avais pas encore joué. Non, Meg versus... tu l'as acheté, tu l'as pas acheté à la sortie, tu l'as acheté quelques années plus Non, je l'ai tard. acheté quelques années plus tard parce qu'ils ont fait des vagues. C'était Oui, compliqué à c'est acheter vrai. au début. Aujourd'hui, on commande à la compagnie, mais le seul moyen de l'avoir, c'est de le commander à la compagnie, malheureusement. Meg vs Minute, c'est un jeu coopératif, campagne, 10 parties. Pas 11, 10. Et 11 dans le fond, enveloppes. c'est un. Ouais. Et dans le fond, c'est un jeu de programmation, d'abord et avant tout. Fait que le jeu va se dérouler en deux phases. Il y a une phase en temps réel où on va déployer un certain nombre de cartes C'est vrai. que les joueurs vont avoir à drafter. Donc à recruter, puis on va les placer dans un engin personnel qui représente son propre mech. Et selon le scénario qu'on est en train de faire, on va avoir différents objectifs à atteindre, tuer tout le monde, survivre, battre un boss, ouvrir une porte, traîner une bombe, des trucs comme ça, puis, ou désamorcer des pièges, selon le scénario. Et on va avoir donc à utiliser son engin qu'on va se bâtir. Fait qu'à tous les tours de jeu, on rajoute une carte dans son engin, puis ensuite, on laisse aller son engin. On regarde. Fait que, d'où l'aspect programmation. Fait que j'ai 6 cases devant moi. Je peux mettre jusqu'à 3 cartes par case. Plus je mets des cartes sur la même case, plus cette action-là va être efficace. Fait qu'elle va être puissante au lieu de me déplacer d'un puis d'attaquer d'un, on va me déplacer de 3 pour attaquer 3 ennemis en même temps. Mais l'idée, c'est que si on calcule mal ses affaires, tous tes déplacements, toutes tes actions, tout est géré par ça. Fait que si tu places une carte au mauvais endroit, tu peux plus y toucher après, ça te prend des actions spéciales pour pouvoir les enlever ou redéployer tes trucs. Fait que tu vas, si je mets un déplacement de 90 degrés au mauvais endroit, ben là, j'avance de 2. Ah non, j'ai mis mon 90 par bonne place. Fait que je me tourne, puis là, j'attaque dans le C'est vide, plus puis dans le après, bon j'avance de sens. 2 par bonne place, puis là, je me recule, puis je m'en vais plus partout à la bonne place. Puis tout récupérer ça, ça peut être hilarant. C'est plaisant. Puis la façon dont tu manges des dégâts quand tu en subis, c'est super intéressant parce que tu vas piger des cartes d'un deck de blessures. Ben, pas de blessures, mais de bris, si tu veux. Puis au hasard, tu vas les placer quelque part sur ton engin où ça va te faire déplacer des trucs. Il va te dire prends ta colonne 2 puis ta colonne 5 puis change-les de place. C'est ça ton bris. Ou rajoute-toi un avance de 2, couvre ta colonne 3 avec avance de 2. Fait que là, tu pars comme à tous les tours, tu pars dans. T'avances de 2 quand tu arrives à faire cette étape-là. Fait que tu dois bien gérer ta programmation et tu dois te coordonner sur tout un temps avec tes coéquipiers pour que ça fonctionne bien, pour pas qu'on soit juste 4 mecs à se péter à la face dans les 4 coins de la map, à pas trop savoir qu'est-ce qu'on fait. Les 2 premières games, généralement, sont extrêmement drôles parce que là, surtout avec des joueurs débutants, qui calculent mal leurs affaires, puis qui calculent pas s'ils subissent des dégâts, puis qui se préparent pas, qui prennent pas assez de mouvements, qui prennent juste des attaques, puis qui finissent par pas bouger, puis à juste tirer du canon, mais il n'y a plus rien autour d'eux autres. Fait que, un très beau jeu de programmation avec une production absolument extraordinairement efficace, belle, avec des belles cartes. Les 4 mecs sont prépeints. Les minions qu'on voit en plus petit ici sont pas prépeints, mais ils ont tout un petit wash de base. C'est un des premiers inserts. C'est pré-game trace ou à peu près. C'est un insert aussi efficace, sinon plus efficace que les game trace d'aujourd'hui. Tu sais, Riot Games se sont payés à la traite à faire ce jeu-là. C'est un jeu encore aujourd'hui qui n'est pas si cher que ça pour le matériel que tu as dedans. Il tourne autour de 100$ américains plus le shipping. C'est le shipping qui va faire mal de nos jours. Mais une super belle production. C'est juste que comme c'est un jeu de campagne et que j'ai terminé la campagne, ben, il va reculer tranquillement, probablement, là, dans mes choix. Voilà, 76 Meg vs. Minutes. Parfait. Pour moi, mon Euro 116, c'est aussi un jeu coop. C'est un jeu coop qui était positionné au numéro 34 dans mon ancien top 100. Donc, c'est un jeu qui a quand même déboulé pas mal. C'est Ghost Stories. Okay. Donc, un vieux jeu de 2008 d'Antoine Boza. Donc, un jeu coopératif
qui est encore à ce jour un des jeux coop les plus durs que j'ai joué. C'est tough, Ghost Stories, là. On incarne des Jedi, des moines, je veux dire, qui ont l'air des figurines de Jedi. On va avoir 9 tuiles au milieu qui représentent un village. Donc, chacune des tuiles représente un villageois qui a un pouvoir unique. Puis, on va avoir les 4 plateaux des joueurs autour du village. Puis, dans le fond, on va aller placer des ennemis. Donc, on va piger des cartes qui représentent les ennemis qu'on doit affronter, les légions de Wu Fang. Donc, on doit affronter pour éventuellement se rendre au boss et gagner la partie. Et à chaque fois qu'on va piger des cartes, on va aller la placer sur le plateau de la couleur du joueur, que les cartes ont des couleurs aussi, là. Fait que si je pige un monstre rouge, ben, je vais le mettre sur le plateau du joueur rouge s'il y a de la place, sinon je peux le mettre ailleurs. Fait qu'on va placer des cartes d'ennemis sur les positions de nos plateaux joueurs autour. C'est recommandé de jouer à 4 joueurs. Tu peux jouer à moins, il y a des façons de gérer les autres. C'est moins hot, c'est moins efficace. Fait que c'est mieux de contrôler les 4 personnages. C'est plus adapté. Aussi, c'est ça. Au moins, tu as les vrais pouvoirs de tout le monde, puis tu as un peu plus d'action. Fait que c'est plus fun de même. Puis à ton tour, tu vas te déplacer dans le village, puis tu vas soit activer la tuile de villageois où tu arrives, ou tu peux combattre des monstres, exorciser des monstres en fait. Fait que tu vas essayer d'exorciser les monstres sur les tuiles qui sont adjacentes à toi. Fait que quand tu vas dans les tuiles de coin, ben, tu peux attaquer les monstres, tu peux les exorciser, les 2 monstres à la fois si t'es chanceux. Ne pas sous-estimer. Non, c'est ça. C'est assez efficace quand tu réussis à battre deux monstres d'un coup dans ce jeu-là. Puis, c'est un système de dés pour exorciser. C'est des dés de différents avec des faces de couleurs. Fait que tu as comme 5 couleurs de monstres. Puis, tu as une face blanche qui est un wild sur le dé. Mais c'est pas un jeu que tu as beaucoup de probabilité de réussir tes jets si tu te fies juste à tes dés. Il va falloir que tu utilises certaines actions pour mitiger la chance. Parce que si tu fais juste aller faire des jets de dés, tu vas perdre. C'est sûr que tu vas perdre. Puis même si tu mitiges la chance, tu as des bonnes chances de perdre. Ouais, c'est ça, imagine. Fait que tu peux aller chercher notamment des jetons de couleurs qui vont te permettre de racheter des succès de cette couleur-là quand tu vas te battre. Fait que ça, c'est toujours bon à voir parce que si tu lances pas ce que tu veux, ben là, tu peux dépenser tes jetons après ton jet de dés pour avoir les dégâts que tu as besoin pour battre le monstre. Tu peux aussi faire les actions des villageois qui peuvent te donner d'autres avantages. Il y en a un qu'on peut placer un jeton de couleur, puis on va enlever un point de vie à tous les monstres de cette couleur-là. Fait que ça les rend beaucoup plus faciles à vaincre. Un villageois qui tue un monstre automatique, mais ça nous coûte un point de vie, puis les points de vie, c'est assez rare dans ce jeu-là. Il y a le Bouddha qui qui empêche l'apparition de monstres. Il y en a qui permet de ressusciter les joueurs s'il y en a qui Il y en a qui permet de déplacer des cartes de monstres, parce que nos monstres s'activent après notre tour de jeu. Fait que quand on joue, après ça, nos monstres de notre plateau vont s'activer. Ou avant, là, je me souviens plus de l'ordre exact, là, mais c'est dans notre tour de jeu, nos monstres s'activent. Fait que des fois, de switcher un monstre de place pour le donner aux joueurs qui jouent avant nous, comme ça, il ne s'activera pas avant que tous les autres aient joué, ben, ça peut être stratégique de faire ça de temps en temps aussi. Fait que c'est quand même un gros casse-tête, c'est pas facile. C'est un jeu que quand tu vas gagner, honnêtement, tu vas être super content de ta victoire. Puis il y a aussi eu 2 extensions qui étaient quand même cool pour ce jeu-là. Ouais. Aujourd'hui, il est assez difficile à trouver Ghost Stories, mais ils ont fait une réimplémentation il y a quelques années qui est Last Bastion. Fait que si vous jouez à Last Bastion, c'est Ghost Stories, mais ils ont tweaké quelques petites affaires, mais c'est 90% le même jeu. Fait que lui, il est peut-être facile à trouver de nos jours, mais il n'y a plus la thématique des fantômes et des Jedi. C'est vraiment cool, la thématique. Ouais. Ça fait changement, là, ils sont allés dans du fantasy un peu générique, fait que c'est ça. Mais c'est encore trouvable pour Last Bastion. Donc, mon numéro 76, Ghost Stories, un jeu que je possède encore. Alright. Donc, je poursuis avec mon numéro 75, qui, je pense qu'on pourrait presque déjà le qualifier de classique moderne, tellement qu'il y a des gens qui trippent sur ce jeu-là, qui est sorti, ça fait à peine 1 an, 2 ans, je pense. Alors, je parle ici de Dune Imperium. Oh. Qui est Dune Imperium, qui est un des jeux qui marie très bien, une 11 au total. Je suis dans le champ avec mon 75e. Dune Imperium qui marie donc très bien le worker, le placement d'ouvriers et le deck building. La raison pour laquelle moi il est 75e, c'est que je préfère le deck building comme mécanique. Puis c'est pas un jeu
oui, ton deck building est important à l'intérieur de ce jeu-là, mais Le il jeu n'est est pas pas axé là-dessus. il est pas axé énormément sur ton deck building. C'est un jeu que ça se peut que tu achètes 8 cartes dans toute la partie là, pour faire ta partie, puis que tu roules bien avec tes 8 cartes, puis que ça se passe bien pour toi, tout à fait. Fait qu'est-ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir évidemment un plateau qui représente Arrakis, fait que la planète de sable. Tu vas avoir des grandes factions importantes, là, les Fremen, la Guilde des Voyageurs, le Space Guild, comment ça s'appelle, les Bene Gesserit, puis l'Empereur, qui sont des factions sur lesquelles tu peux aller porter de l'influence. C'est une espèce de plateau conseil dans le haut. Tu peux aller placer tes ouvriers également, faire différentes actions, puis tu as un autre son du plateau, tu peux aller transformer ton épice en argent. Puis là, je parle du jeu de base, je ne parlerai pas des extensions. Puis qu'est-ce que tu vas faire, c'est qu'avec les cartes que tu as de ta main, quand c'est à ton tour de jouer, tu vas en jouer une, puis tes cartes ont toutes, grosso modo, deux parties à la carte. Il y a une partie qui va donner une série d'icônes qui indique où je peux placer mon ouvrier en jouant cette carte-là. Et potentiellement, je peux avoir un effet spécifique qui se déclenche quand je place un ouvrier, qu'une fois que je vais avoir acheté des cartes qui sont meilleures que mes cartes de base. Fait que de cet ouvrier-là, par exemple, j'ai une carte Fremen quelconque, fait que cet ouvrier-là me permet d'aller sur la planète en tant que telle ou d'aller influencer la faction Fremen puis de monter sur leur piste aux autres en allant prendre une des actions spécifiques à la faction Fremen. Des cartes vont me donner beaucoup de versatilité parce qu'ils vont me permettre d'aller un peu partout, des cartes vont être spécifiques à la planète, etc., etc. Fait que tous les joueurs vont jouer leurs deux ouvriers au départ, puis éventuellement, ils peuvent en avoir un troisième, puis il y en a un qui peut s'emprunter, le mental, qui peut s'emprunter temporairement pendant la partie. Fait qu'on va placer nos ouvriers, on va aller faire plus, c'est relativement classique. On va faire des ressources. Avec ces ressources-là, on va pouvoir placer des soldats sur la planète parce qu'il y a une phase de combat à la fin de chacun des tours de jeu. Je vais pouvoir engager des nouveaux ouvriers, aller chercher mon épice, aller chercher mes crédits, etc. Aller chercher des espèces de cartes de traîtrise, je pense qu'ils s'appellent, qui vont pouvoir se jouer à différents moments du jeu puis qui vont évidemment avoir des effets inattendus. Tout ça dans l'objectif d'aller chercher des points de victoire. Le premier qui a 10 points de victoire l'emporte. Fait que c'est pas un jeu qui serait à 40, là, c'est 10. Fait que chaque point de victoire, c'est majeur. Puis, à la fin d'un tour de jeu, quand je dis que les cartes ont deux utilités, c'est quand j'ai fini de jouer, j'ai placé tous mes ouvriers ou d'avance, je dis OK, je ne placerai plus d'ouvriers. Mais toutes les cartes qui me restent en main, ils ont une deuxième valeur qui est ma valeur d'achat. C'est pour acheter des nouvelles cartes que je vais mettre dans mon deck. Fait que tu as toujours comme un choix super intéressant. Est-ce que je joue cette carte-là? Puis elle peut avoir un effet, il y a une carte qui peut avoir un effet qui me dit que si je la garde dans ma main en fin de tour, ben, je gagne tant de pouvoir d'achat, mais en plus, je déclenche tel effet. Mais si je la joue pendant mon tour pour placer un ouvrier, ben là, ça me permet de placer un ouvrier puis de faire tel effet super puissant aussi. Fait que chaque carte me donne toujours deux belles options de la façon dont je vais les jouer. C'est un worker placement qui est intéressant. J'ai des majorités à faire dans mes différentes pistes d'influence avec chacune des factions. Puis quand j'atteins un certain point dans chacune des factions, je vais chercher un jeton qui me donne un bonus et qui me donne un jeton de point de victoire. Et à la fin de tous les tours de jeu, pendant le tour de jeu, on va avoir déployé des soldats. Puis il y a une espèce de majorité qui se passe aussi pour le combat. Celui qui a le plus d'unités au combat va gagner le combat. Puis il y a des cartes traîtrises qu'on peut jouer, puis différents effets qu'on peut jouer. Il y a des cartes qu'on peut garder dans sa main qui vont nous aider au combat. Puis ceux qui gagnent le combat vont aller chercher 1, 2 points de victoire, puis ils vont aller chercher différents bonus aussi pour la partie. Fait que c'est un jeu que tu vas jouer quelques tours de jeu. C'est pas un jeu que tu vas jouer 30 tours de jeu. Tu vas peut-être en jouer 15, 20 tours de jeu dans une partie. Puis tu vas encore moins que ça. Non, pas tant que ça. Tu vas jouer en tout cas un tour de. Quand je dis, tu sais, parce que tes tours sont assez rapides en début de jeu. Ben, je comptais le nombre d'ouvriers que tu vas placer. Tu vas peut-être jouer une dizaine de tours dans le game. Ouais, Parce que tu vas c'est faire un plus point ça. de victoire à toutes les parties. Mais une dizaine de tours au complet. Je parlais du nombre d'ouvriers que tu vas placer. Tu n'en places pas tant que ça dans une game des ouvriers. Fait que chacun de tes placements, il est important. Chaque carte que tu vas acheter est importante. C'est un jeu qui est serré au niveau de tes points de victoire. C'est un jeu qui est serré dans les actions que tu vas prendre. Mais très, très bon jeu. Puis les extensions l'améliorent encore plus. J'ai essayé une des deux extensions. Je ne possède pas la deuxième. Ça l'améliore encore plus. Fait que un très bon worker placement deck building qui marie bien les deux. Mais que le deck building, s'il prenait encore plus de place, il serait encore plus haut dans ma liste. Ouais, je suis quand même surpris qu'il soit aussi haut dans ta liste. Je m'attendais à le voir plus bas. Ouais, ça reste un excellent. Ben, 75e, c'est quand même. Quand même. On connaît du monde qui ne prêche que par ce jeu-là. En effet. Ah, on les salue d'ailleurs. Oui, salut Pat. Donc, moi, mon numéro 75, c'est un jeu qui a gagné. Tu as gagné le Spiel l'année passée, ou l'autre année d'avant. C'est Cascadia.
Je pense l'année passée. Bon, ça en 2022. Bref, Cascadia, c'est un beau jeu de Flat Out Games, donc une belle compagnie canadienne qui fait des excellents petits jeux qui ont passé par Kickstarter d'ailleurs, le Calico. Cascadia était leur deuxième. C'est un jeu de recrutement de cartes et placement de tuiles. Donc on va... tiens, c'est cute ça. Fait qu'on va avoir dans une partie un certain nombre. En fait, on va avoir une carte de scoring par sorte d'animaux. Fait qu'on va avoir 5 sortes d'animaux, donc 5 cartes de scoring. Puis encore une fois, un peu comme tantôt je disais avec Tiny Towns, tu vas avoir plusieurs cartes. Fait que, mettons, les ours, là, il y a 4-5 cartes d'ours différentes. Les oiseaux, les poissons, les renards, ils ont 4-5 cartes différentes. Puis le cerf aussi. Le cerf ou l'orignal, je pense que c'est un orignal. Bref, il y a plusieurs cartes pour chaque animal. Fait que ça, c'est la condition de scoring de cet animal-là pour la game. Fait qu'encore une fois, tu peux varier ton scoring à chaque partie. Fait que ça, c'est déjà intéressant. Le système de base est super simple. Tu as une rangée avec 4 tuiles et 4 jetons d'animaux, un en dessous de chaque tuile. À ton tour, tu drafts une combinaison de tuiles et de jetons. Puis ta place. Les tuiles, tu vas les placer pour te faire des territoires. Tu vas essayer de faire les régions. Il n'y a pas de règle de placement. Tu peux la placer n'importe où, ta tuile. Tu n'as pas à la mettre adjacente à la même affaire ou quoi que ce soit à respecter. Tu peux la mettre n'importe comment, mais évidemment, il y a une façon de faire des points avec. Fait que tu vas essayer de faire les plus gros regroupements possibles de chaque sorte de terrain. Fait que de la montagne, de la forêt, des montagnes, de l'eau, etc. Puis tu vas pouvoir placer ton jeton d'animal sur un icône, une tuile qui en fait qui a un icône de cet animal-là. Des fois, les tuiles ont seulement un jeton un icône d'animal. Des fois, il y en a 2 ou 3. Fait que ça te laisse une certaine flexibilité. Fait que tu vas placer ton jeton d'animal sur une des tuiles disponibles qui est vide, puis qui a l'icône de cet animal-là. Puis tu vas essayer d'agencer les animaux pour respecter leurs conditions de scoring, puis essayer de les maximiser, puis de faire des points avec ça. C'est un beau casse-tête, c'est ultra simple, c'est vraiment le fun, super accessible. Il y a même un mode solo. Étrangement, j'ai joué plusieurs parties solo de ce jeu-là, donc ça reste un puzzle le fun à faire. Super matériel, encore une fois, les tuiles sont épaisses. Les jetons d'animaux, c'est des jetons de bois là, que tu vas piger dans le sac, tout ça. Fait que c'est quand même le fun à manipuler. C'est une belle petite boîte. Puis c'est un beau succès, super le fun à jouer. Donc Cascadia, je l'apprécie beaucoup. C'est mon numéro 75. Oui. On entame la dernière partie de ce segment, les 4 derniers jeux. Fait que je vais avec mon numéro 74, qui est peut-être dans mes 100 jeux, celui qui étrangement a la composante la plus impressionnante à avoir sur une table. C'est Yggdrasil Chronicles. Quand même. Qui était pas sur ma liste précédente, mais j'avais Yggdrasil sur ma liste précédente, qui est en 54e place. Fait qu'on chute un petit peu. Qu'est-ce que c'est Yggdrasil Chronicles? C'est un jeu coopératif. Je pourrais même pas dire quel genre de jeu c'est. Une espèce de placement d'ouvriers d'une certaine façon. Il y a un petit aspect Tower Defense. À la base, c'est un Tower Defense. C'est qu'on va avoir, dans le fond, on a l'arbre de l'Yggdrasil qui est assiégé de toutes parts par les dieux maléfiques de la mythologie viking scandinave. On va avoir Loki qui commence dans l'Asgard. On va avoir Hela, qui s'appelle Hel dans le jeu. Il va avoir Jormungandr, je ne me rappelle plus les noms, j'ai Surtur. Qui va être là, il va y avoir Nidhogg qui va être là, Fenrir qui va être là, etc. Puis chaque dieu maléfique commence à un endroit différent de ce plateau qui est très impressionnant, qui est sur 3 étages, qui est un arbre en 3D d'un bon 30-35 cm de haut, avec 3 étages. Puis chaque dieu maléfique va commencer sur un de ces étages-là, dépendamment de quel dieu. Fenrir commence en prison, Loki dans le royaume de glace, Elle dans le royaume des morts, Surtur dans le royaume de feu, ainsi de suite. Puis, grosso modo, à son tour de jeu, ce qu'on va faire, les joueurs, eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de repousser tous les dieux maléfiques suffisamment longtemps pour que la chronique se termine. Fait que c'est une question de survie. Fait qu'il faut durer un certain nombre de tours de jeu. Le nombre de tours de jeu, il n'est pas fixe, ça dépend dans quel ordre on sortir les cartes. Et les dieux, quand ça soit joué, dans le fond, on va tout simplement faire un déplacement puis une action.
Son déplacement, on peut le faire soit de façon horizontale, fait qu'on va aller sur n'importe quelle des 3 zones qui sont sur le plateau sur lequel on se trouve, soit verticale. Fait qu'on peut aller sur n'importe quelle des 3 zones qui correspondent à notre verticalité. Fait que soit sur la zone où on est, soit sur la zone en dessous, soit sur la zone qui est 2 zones plus basses, ou une zone plus haute ou 2 zones plus hautes. Et à tous les tours de jeu, il y a souvent des effets qui vont faire tourner la zone centrale de l'arbre. Fait que les zones vont changer de correspondance entre elles au fur et à mesure que la partie va avancer. Fait que monter puis descendre, on n'arrivera pas toujours à la même place. Et à tous les tours de jeu, puis là, on va prendre l'action. Puis selon la zone où on se trouve, ben, on peut trouver des reliques qui vont nous donner différents bonus. On peut tenter d'attaquer l'un des dieux maléfiques qui est dans cette zone-là, puis on va le repousser jusqu'à sa zone initiale. Fait que sur ça, je le retourne dans la zone de feu. Elle, je le retourne dans le royaume des barres, et ainsi de suite. Loki, je le retourne dans le royaume de glace, blablabla. Je peux aller chercher de l'aide, recruter des hommes de Midgard qui vont m'aider à combattre les dieux. Je peux aller recruter des elfes noirs qui vont m'aider à combattre les dieux également, mais d'une façon différente. Je peux aller jeter des runes, je peux aller faire un paquet d'affaires, aller battre les géants de feu, aller battre les géants de glace. Il y a un paquet d'affaires que tu peux faire dans tes actions. Puis l'une des principale caractéristique du jeu, c'est qu'à tous les tours de jeu, quand je vais avoir joué, je vais flipper, je vais aller placer des cartes au hasard d'un deck personnel que j'ai qui correspond aux 6 dieux maléfiques du jeu. Puis on va aller les placer sur une espèce de roue d'action. L'idée, quand moi je révèle, parce qu'au début d'un tour de jeu, dans le fond, c'est qu'on pige chacune carte de nos decks, on les brasse, puis là, on décide dans quel ordre on va jouer. Fait que là, je vais révéler ma carte, c'est moi qui va jouer, c'est moi qui va mettre ma carte. Puis quand ça va donc placer, par exemple, une carte de Loki. Puis quand toi, tu vas jouer, si toi aussi c'est une carte de Loki que tu révèles, ben là, Loki va s'activer parce que sa carte est déjà là. Sinon, on va juste placer la carte de Loki si c'était sa première. Fait que une petite part de prévision de ce qui va se passer, parce que si c'est la deuxième carte Loki qui se joue, ben ils vont retourner en dessous de nos decks respectifs. Fait que je sais que moi, ça va être là avant que je rejoue une carte de Loki qui va lui permettre de se réactiver. Puis en sachant que si un dieu s'active, un dieu maléfique s'active dans l'Asgard, ben on perd la partie. C'est comme ça qu'on la perd. Fait qu'il faut repousser ces dieux-là pour pas qu'ils s'activent alors qu'ils sont à l'endroit critique du jeu. Fait qu'il y a un aspect de tower defense, des belles composantes, un système de jeu et de combat quand même relativement simple, facile à prendre en main, mais le jeu est extrêmement difficile. Puis cette version-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une version chronique. Fait qu'il y a une petite campagne de 3-4 parties qu'on peut faire, que notre dieu va s'améliorer entre les parties, que nos jets de dés vont être plus efficaces, qu'on va pouvoir aider les autres davantage, etc. Fait qu'un très beau jeu coopératif. Avec un matériel impressionnant, mais je suis curieux de voir comment. Ça fait quand même quelques années que je l'ai, puis il dure encore bien. Je suis curieux de voir l'arbre va toffer combien de temps parce qu'on doit le monter puis le démonter entre chaque partie, évidemment, puis c'est en carton. Fait que il risque de se maganer avec le temps. Je suis curieux de voir, mais pour l'instant, ça toffe quand même bien. Fait qu'un super bon tower defense avec des belles stratégies, des belles décisions difficiles à prendre parce que c'est un jeu très très difficile. Fait qu'un jeu de survie. Mon Cool. choix, on était à 74. Desert Chronicles. Pour moi, 74e, c'est un roll and write. Ce sera pas le dernier non plus. Non, t'as déjà ton 2 troisième. Ouais, c'est Raja of the Ganges de Dice Charmer. Donc la version roll and write de Raja of the Ganges. J'aurais pas la version jeu de plateau. Pour moi, lui a comme un peu remplacé la version jeu de plateau. Fait que la version roll and write, il ressemble beaucoup dans sa forme, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu les mêmes zones de jeu, les mêmes choses qu'on peut faire, qu'on peut agir dessus. On a aussi encore un beau éléphant de premier joueur qu'on peut monter en carton. Fait qu'on va avoir des dés qu'on va lancer. Puis lui aussi, c'est pas un roll and write où on va tout le monde jouer les mêmes dés. Donc c'est un roll and write où on va drafter des dés à tour de rôle. Fait que c'est à ça qui sert l'éléphant. On va mettre les dés dessus. Fait qu'on va drafter des dés à tour de rôle, puis on va utiliser les symboles des dés qu'on va drafter. Fait qu'on peut drafter des personnages qui vont nous permettre d'activer les actions dans le palais. Fait qu'il faut faire différentes actions avec chaque personnage qui est là. Mais à chaque fois qu'on fait une action de personnage dans le palais, on va aller le cocher sur notre feuille. Ce qu'on peut juste faire chaque personnage 3 fois dans la partie, pour pas évidemment qu'on active le même personnage 12 fois dans le game, puis qu'on brise le jeu. Donc, on a une limite pour chacun des personnages. On peut aller drafter des dés avec des faces de chemin de Carcassonne, un peu. Là. Fait que ça va nous permettre de progresser dans la portion carte de notre plateau là, pour faire des chemins, pour se relier aux différents bonus qui sont autour de ça et pour aller visiter les différents bâtiments.
Les bâtiments, on peut évidemment, comme dans le jeu de base, upgrader leur valeur pour qu'ils soient plus payants quand on les visite. On peut aller pogner des ressources, fait qu'il y a des dés qui vont avoir des ressources au marché, fait qu'on va aller cocher ces ressources-là sur notre phase de marché, qui est la zone mauve de notre feuille. Et on peut avoir des dés bleus avec certains symboles. Les dés bleus représentent le Gange, donc la rivière qu'on va suivre. Puis un peu comme dans le jeu de base, c'est comme une piste sur laquelle on progresse puis qu'on va gagner les bonus où on arrive. Mais les bonus où on arrive, on va les faire avec les icônes. Fait que si j'ai l'icône de la voile, ben, je vais avancer jusqu'à la prochaine case qui a une voile. Mais si c'est l'icône de l'éléphant, ben, je vais avancer à la prochaine case qui a un éléphant. Fait que c'est comme ça que j'avance sur cette piste-là. Fait que celle-là, tu veux pas nécessairement bouger trop vite parce que tu veux récolter des bonus à chaque fois que tu avances. Fait que tu veux en profiter. Fait que c'est à toi de voir comment tu vas drafter tes dés. Puis on va progresser sur les deux pistes. Fait qu'un peu comme le Raja de Ganges normal. C'est le système de scoring à la Ark Nova, en fait, là. Donc, tu as deux pistes, puis quand ils se croisent, ça déclenche la fin de la game, puis la différence entre nos croisements va être notre score. Mais je trouve que dans un roll and ride qui dure 30 minutes, ça me fait moins chier ce système de scoring-là que dans un jeu qui dure 3 heures. C'était pas ton fan, dans Ark Nova, c'est peut-être à cause de ça qu'il est pas là. C'est ça se pourrait. On verra que le top 100 soit fini. Mais je suis vraiment pas un fan de ce système-là. Mais je trouve que dans ce roll and ride-là, ça marche bien. Okay. Mais même dans le Raja de plateau, je trouvais... Je tripais moins. Ça t'achalait. Ça m'achalait. Fait que là, lui, vu que la durée est plus petite, je trouve que ça fit mieux. L'aspect course, l'aspect croiser les pistes, je le prends mieux, je le vis mieux. Okay. Mais c'est vraiment un roll and ride de combo. Fait que pour ceux qui aiment les traits futés de ce monde, celui-là, il y a vraiment un feeling comme ça, dans le sens que je prends un dé qui a un personnage dans le palais. Le personnage dans le palais me permet d'aller cocher une case dans le bateau. Le bateau me permet de gagner tel chemin, puis tel chemin me permet de gagner telle affaire. Fait que tu peux prendre un dé qui va te faire cocher plein d'affaires un peu partout parce que tu fais une espèce de réaction en chaîne. Fait que ça, c'est toujours super satisfaisant dans les roll and ride. Puis lui, il le fait bien. C'est pas le jeu le plus beau en ville. Là. Les dés sont un peu weird. Les faces de dés sont un peu weird. Puis l'éléphant, il est quand même cool. Là. Fait que c'est pour mon numéro 74. Raja of the Ganges, le Dice Charmer. Ça me fait penser au dé de Dice Settlers. Ouais, j'ai pas joué, je sais pas. Enfin. Je continue donc avec mon numéro 73. C'est un jeu que tu connais, que je sais que tu as minimalement déjà aimé beaucoup. Je me demande si nous le reverrons dans ton top. C'est le jeu Atlantis Rising. Moi, je vais parler évidemment de la deuxième édition. Celle dont le visuel a été fait par Vincent Dutray. Ouais, ce grand concepteur visuel qui est très très bon. Atlantis Rising, on est encore dans le jeu coopératif à la Robinson Crusoe. On est dans le jeu coopératif de placement d'ouvriers. Celui-là est plus léger que Robinson Crusoe, mais il est quand même assez croustillant aussi. Il y a quand même sa part de règles et de choses à calculer. Lui, la thématique, c'est on est sur l'île d'Atlantis, le continent de l'Atlantis qui est en train de couler, ça va mal. On est en train de développer une espèce de technologie qui va nous permettre d'aller ailleurs. De téléporter Atlantis. Je téléporter ailleurs. Je serais très curieux de jouer à la suite de ce jeu-là, mais bon. Fait que on essaie de faire ça avant que l'île coule. Fait que pour faire ça, on doit développer 8 ou 10, là, je ne me rappelle plus exactement du nombre, mais un certain nombre de technologies qui vont nous permettre éventuellement d'arriver à cette technologie finale-là. Et toutes ces technologies-là vont changer d'une partie à l'autre. On en draft un certain nombre, ou on en place un certain nombre selon le niveau de difficulté qu'on veut, puis etc. Puis quand on va avoir découvert ces 8 technologies-là, on découvre la technologie finale, puis on gagne la partie. Si avant ça, l'île coule, on perd la partie. Le cœur du jeu, c'est que chaque joueur va avoir un certain nombre d'ouvriers, puis il va les placer dans une espèce de phase de préparation. On va aller placer nos ouvriers sur les différentes péninsules de notre continent. Chaque péninsule est associée à un type d'action. La plupart des péninsules vont nous permettre de récolter des ressources. Certaines péninsules vont nous permettre de transformer des ressources, d'autres vont nous permettre de piger des cartes particulières, d'autres vont nous permettre de recruter davantage d'ouvriers, ce qui va nous permettre de placer davantage d'ouvriers plus tard. La twist du jeu, c'est que plus on place son ouvrier loin sur une péninsule, donc proche de l'extrémité, plus l'action est facile. On va avoir des dés à lancer. Fait que je vais placer un ouvrier, je lance un dé, 3 et plus, je gagne une roche. Par contre,
entre le moment où on place nos ouvriers et le moment où on fait l'action des ouvriers, il y a une phase de malheur, si on veut. Puis là, on va virer des cartes d'un deck maléfique, puis ça va déterminer quelle péninsule s'inonde. Puis on va physiquement tourner des parties de tuiles des péninsules, puis ça va s'inonder tranquillement. Si on a une inondation dans une zone où il y a des ouvriers, bien, ces ouvriers-là ne pourront pas faire l'action. Fait que j'ai toujours la décision à prendre. Est-ce que je place mon ouvrier complètement au bout, parce que ça me prend juste un 3 sur mon dé, ou je le place une case plus loin où ça prend un 4 sur mon dé, mais je suis à peu près sûr qu'il va au moins tenter de lancer le dé. Parce que si je le place sur le 3, ça se peut que la tuile soit inondée et que je perde mon action. C'est une belle prise de risque dans ce jeu-là. C'est une très belle prise de risque. Puis, littéralement, je viens de t'expliquer déjà à peu près 90% des règles du jeu, là. C'est ça que tu essaies de faire. Parce qu'après, mes différentes inventions que j'essaie de déployer, ben, ils ont un coût en ressources. Puis, il y a une action qu'on peut aller prendre sur ce plateau d'invention-là qui dit, ben, je m'en vais mettre un ouvrier là, je dépense 3, je ne me rappelle plus de métal spécial, comment il s'appelle dans le jeu, mais il y a un métal spécial. Je dépense ça, de la pierre, du bois, fait que ça me permet de développer telle affaire. Puis on va placer ça dans une espèce de grande tuile circulaire, puis on va placer des inventions là-dedans. Les inventions vont nous donner également des nouvelles places où on peut aller prendre des actions, de nouveaux pouvoirs. Bonus. On va donner différents bonus. Fait que plus on en construit, plus on est fort, mais plus ça va mal, parce que l'île est en train de couler, là. Puis au fur et à mesure que l'île coule, ben, à un moment donné, la place pour aller chercher la pierre, ben, il va falloir rouler 6 pour pouvoir rouler la pierre. Fait que là, on est obligé de dépenser nos petits cristaux qu'on voit à gauche qui nous permettent de modifier nos jets de dés. Puis ces cristaux-là sont extrêmement précieux parce qu'ils permettent de désinonder. C'est un verbe français qui existe. Ouais. Donc, d'empêcher l'inondation, d'empêcher une tuile d'être submergée par les eaux. C'est les pions d'intervention divine. C'est rien de moins. Exactement. Puis à travers ça, il y a des cartes qu'on peut aller chercher qui vont te donner différents bonus. Fait que c'est vraiment un très, très bon jeu de placement d'ouvriers coopératif. C'est sûr que comme il n'y a à peu près rien de secret, c'est un jeu que plus que d'autres, il va se prêter à ce qu'on appelle du alpha gaming parce que il peut très bien y avoir quelqu'un qui dit toi tu t'en vas là, toi tu t'en vas là, toi tu t'en vas là, toi tu fais ça. Faut laisser les joueurs jouer, mais c'est un jeu qui se prête plus que d'autres parce qu'il n'y a vraiment rien qui est caché, rien qui est secret. Mais chaque joueur a son propre petit pouvoir, puis je dirais, si tu veux avoir une chance de gagner, joue avec celui qui peut empêcher justement certaines tuiles d'être inondées. Il te donne un papier edge. Mais ça, chacun a son pouvoir. Il se joue jusqu'à 7 joueurs quand même. 7, c'est pas 8. Et il y a plusieurs modules dans la deuxième édition. Je ne sais pas s'il était dans la première édition, mais il y a plusieurs modules qui vont te permettre de jouer avec la difficulté du jeu. Tu vas avoir un automaton qu'on peut rajouter qui va rendre le jeu un peu plus facile. Il y a des espèces de clones qu'on peut rajouter qui rendent le jeu plus facile. Ça te permet de jouer en solo ou à deux, en n'ayant pas besoin de prendre 3-4 personnages différents. Puis celui-là, il le fait bien. Fait que vraiment un super beau jeu de placement d'ouvriers coopératif, très très bien réussi. Atlantis Rising. Ouais, moi j'ai joué beaucoup avec la première édition. Moi j'ai la vieille édition de 2012. Et je l'ai encore d'ailleurs. Mais ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Je suis pas sûr que j'y ai joué dans les 5 dernières années à Atlantis Rising. Fait qu'on le verra pas. Je sais plus. Je me souviens pas. On verra. Le temps va nous le dire. Mon numéro 73, c'est un jeu qui va être dans ton top 100 à quelque part, j'ai l'impression. Okay. C'est XCOM The Board Game. Qui, quand on l'a fait en 2018, était à la position 70. Fait qu'il est quasiment à la même place. Donc, il est à 72, il est 73. Ouais, c'est ça. Il a baissé de 3 rangs. Fait que c'est pas une grosse baisse pour lui. C'est, encore une fois, j'en ai bien des jeux coopératifs en temps réel dans mon top 100. Je sais pas s'il y en a d'autres, là, mais il me semble que j'en ai nommé des tonnes depuis qu'on a commencé. Au moins 4-5. T'en as nommé quelques-uns. Tale of Pirate, Pandémie. Ouais, en tout cas. Fait que celui-là, il joue avec une application. C'est ça qui est différent. Donc, c'est pas tant différent d'un Tales of Pirate, finalement. Ouais. Donc, on est inspiré du jeu vidéo, évidemment, du même nom. On va avoir 4 rôles quand même assez asymétriques dans ce jeu-là. Donc, chaque rôle a des tâches différentes à accomplir dans le jeu.
dont une des tâches est de gérer l'application. Fait qu'il y a un des joueurs qui est comme le préposé aux communications, là, l'espèce de commander. Fait qu'il va gérer la tablette. Puis la tablette, c'est comme des événements qui vont arriver. C'est comme, OK, un événement, OK, tel joueur doit prendre telle décision. Fait que là, OK, qu'est-ce que tu choisis? T'as 15 secondes pour choisir. OK, tu prends ta décision, tu fais ça. On met telle affaire, on dépense tel argent pour placer telle carte. Hey, le scientifique, t'as 20 secondes pour mettre tes cartes de recherche. Puis là, ça pop comme ça sur la tablette. Puis là, la personne qui gère la tablette va comme un peu driver la game. C'est un peu ça son rôle. Dans les autres, tu as le scientifique, celui qui va décider les cartes qu'on va. Les upgrades qu'on va développer. Puis tu as un joueur qui fait le commander, qui va gérer le budget, parce qu'on dépense de l'argent, fait qu'il faut s'arranger pour pas que ça buste dans toutes les actions qu'on fait. Un moment donné, lui, il dit hey, calme-toi avec tes recherches, mais-en juste une, pas deux, là, parce qu'on commence à manquer d'argent. Puis, mais pas trop de vaisseaux. Là. Fait ça. Fait que lui, il va gérer ça, puis il va gérer les avions qui font les attaques sur Terre. Puis les crises aussi dans les bases. C'est vrai, les crises. Puis l'autre joueur, c'est le commandant sur le terrain. Là. Lui, il va jouer les équipes tactiques. Fait que lui, il va déployer des unités sur les cartes de mission qu'on va essayer d'accomplir après ça. Fait qu'on fait la phase en temps réel où il se passe ça. L'application va nous faire popper plein d'affaires. Puis là, chacun va gérer ses trucs à tour de rôle dans des phases vraiment stressantes. Puis des décisions qu'on prend comme sur le fly, très rapide. Puis après ça, on met ça de côté. Puis là, on a une phase de maintenance. On va résoudre ce qu'on a placé dans le fond. Fait que là, on a des combats à aller faire. On va faire les cartes missions. Il va se passer des affaires. S'il y a trop d'aliens qui ont apparu, ben on va avoir des trucs négatifs. Puis bon, bref, on fait la maintenance de tout ça. Puis on va essayer d'accomplir la mission qu'on essaie de faire. Là. Fait que c'est un bon jeu en temps réel, puis c'est un bon jeu asymétrique en même temps, en fait. Ouais. C'est un jeu qui est pas facile à montrer, parce que la seule façon de le montrer, c'est de le faire jouer. À moins que tu sois... Les dernières fois que je l'ai montré, je l'ai pas fait jouer parce qu'on voulait jouer une game au complet. Ouais. Mais il faut vraiment que tu connaisses les règles sur le bout de tes doigts pour être capable de le montrer. Parce qu'il faut que tu connaisses les 4 rôles par cœur. Ouais, c'est ça. Capable de le montrer sans passer par l'app. Là. Ouais, parce qu'il n'y a pas de livre de règles. C'est ça. Il faut que tu joues un tutoriel. Puis le tutoriel, c'est quand même un 45 minutes. C'est comme une game de pratique où on t'enseigne les 4 rôles, comment ils fonctionnent, tout ça. Fait que si t'as à rejouer cette game-là à chaque fois que tu le sors, ça devient un peu gossant. Ouais. Mais une fois que tu sais jouer, c'est vraiment cool. Puis c'est super immersif. C'est super bien intégré avec son thème de XCOM. Si vous avez trippé sur le jeu vidéo, c'est sûr que vous allez avoir une petite affinité avec ce jeu-là. Puis... des jeux en temps réel asymétriques, il n'y en a pas des tonnes. Là. C'est assez. Parce que c'est assez ambitieux. Là. C'est ça. Ouais. On lève notre chapeau à notre ami Eric Lang. Qui va être là 3-4 fois dans nos listes respectives. Il nous écoute, fait qu'on le salue. Oui, on salue Eric. Salut Eric. Voilà. Mais... Donc, mon numéro 73, XCOM The Board Game. Ouais. Puis je tiens à souligner, parce que c'est une décision tellement audacieuse qui n'a pas été répétée à ma connaissance, mais dans toute ta liste, je suis à peu près sûr que c'est le seul jeu qui n'a pas de manuel d'instruction dans la boîte. C'est assez rare de faire ça. C'est audacieux. Ouais. Donc, on achève. Numéro 72, Blitzkrieg. Qui est un petit jeu, là, c'est peut-être le jeu qui est le plus rapide dans tout mon top 100. C'est un jeu qui se joue en 15-20 minutes quand tu es habitué de jouer. Puis j'ai déjà joué des parties de 10 minutes. Ils disent World War II in 20 minutes. Exactement. C'est le titre du jeu. C'est ça. Je me rappelais plus du in 20 minutes, mais parfait. Ça confirme ce que je disais. C'est un jeu pour 1 ou 2 joueurs, mais à la base, c'est un jeu à 2 là, spécifiquement. Là, c'est un jeu de duel. C'est un jeu où on va refaire la Deuxième Guerre mondiale de façon très rapide. On va avoir différents champs de bataille, différents théâtres de guerre qui vont représenter des grandes zones de la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'on va avoir les Amériques, l'Europe, l'Asie, le South Pacific, North Pacific, etc. Fait que t'as juste 4-5 zones comme ça ici. Ça doit pas être le bon plateau. Ça a l'air NTTS. Ouais, c'est ça. Mais bref, t'as 5, parce qu'il me semble qu'il y a 5 zones. Ok, ouais, je viens de voir la 5e en bas à droite. Parce que t'as 5 zones que tu vas tenter de contrôler, dans le fond, puis c'est un jeu de sucre à la corde. Fait que l'idée, c'est que chaque zone est divisée en 2 ou 3 lignes de combat. Chaque ligne de combat ayant
2 ou 3 ou des fois 4 cases à l'intérieur. Puis quand c'est à toi de jouer, en début de partie, tu vas piger 3 jetons dans un sac au hasard. Dans tes jetons, tu vas avoir des tanks, tu vas avoir des bateaux, tu vas avoir des avions, puis tu vas avoir un ou deux commandants. Puis l'idée, c'est que chaque zone te dit est-ce que j'ai le droit de déployer. Chaque zone va avoir soit la couleur bleue, soit la couleur brune, qui va déterminer si j'ai le droit de déployer un tank ou un bateau à l'intérieur de cette zone-là. Les avions pouvant aller n'importe où. Quand je vais déployer une unité sur une ligne, je vais gagner le bonus de la case. Puis là, il y a divers bonus, je n'entrerai pas dans les détails, mais qui vont me permettre de progresser davantage sur ma piste de contrôle ou de développer des nouvelles technologies, d'aller chercher des nouveaux jetons spéciaux que je vais acheter dans mon sac, de détruire des jetons de mon adversaire, des trucs comme ça. Mais surtout, si je déplace un tank de 2, par exemple, je vais déplacer l'espèce de piste de contrôle de ce théâtre de guerre-là, de cette zone-là. Je vais le déplacer de 2 dans ma direction à moi, selon si je suis les alliés ou l'axe. Et quand on remplit une ligne complète, fait que si ma première ligne, si je prends par exemple la zone qui est en haut à gauche, on voit qu'elle est divisée en 3 lignes de 3 cases. Bien, une fois que la première ligne est remplie, au moment où elle se remplit, celui qui domine cette zone-là, celui qui a le petit cube de son côté, va marquer un certain nombre de points de victoire. Puis quand la deuxième ligne se remplit, même chose, celui qui est de son côté marque un certain nombre de points de victoire, même chose pour la troisième ligne. Puis si on réussit à pousser notre ligne très loin, on va marquer des points bonus au moment où une ligne se ferme. Quand une zone est complétée, ben ce théâtre de guerre-là a été gagné par l'une des deux factions, puis on ne peut plus y toucher. L'objectif étant le premier à se rendre à 25 points de victoire. C'est un jeu qui est fascinant parce que dès le début de la partie, on pourrait c'est un jeu qu'on pourrait avoir chacun notre petit plateau, un peu comme un jeu d'échecs, puis se dire OK, moi j'ai joué telle affaire, telle place, tu fais ton mot. Ça doit très bien jouer sur une plateforme comme Board Game Arena. Je ne sais pas s'il existe, mais il doit super bien jouer pour ça. Je suis pas sûr, je pense pas. Parce que c'est un jeu juste à 2, là. Peut-être que c'est moins intéressant pour une plateforme comme celle-là. Mais tu sais, c'est un jeu à la carte super intéressant parce qu'on a exactement le même sac en début de partie. C'est juste qu'on pige nos jetons au hasard. Parce que j'ai toujours 3 jetons, j'en place un, j'en pige un à la fin de mon tour. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'on a des chances de piger. Fait que tu sais, il y a une partie que j'ai joué récemment avec un de nos bons amis, Alex, que je suis parti en Lyon parce que je faisais juste piger mes jetons qui étaient à 2 puis à 3 en début de partie. Mais en les pigeant tout en début de partie, ça a fait qu'en fin de partie, j'en avais plus. Fait que là, lui a été capable de faire une remontée puis finalement de venir me voler la victoire sur le fil d'arrivée. Mais ça, c'est un jeu qui est extrêmement tense, là, qui est extrêmement tendu parce que, justement, on sait, si je mets un jeton là, ça veut dire que j'abandonne quelque part ailleurs. Là. Si je complète une ligne, ben, je vais marquer des points de victoire. Par contre, on se doute que les bonus de la deuxième ligne sont plus forts que les bonus de la première ligne. Fait que si je complète la première ligne, ben, je t'ouvre la deuxième ligne. Fait que c'est toi qui vas décider quel bonus tu vas aller chercher en premier. Puis là, tu peux me faire suer en allant détruire des unités ou en allant chercher des nouvelles technologies qui vont renforcer ton sac. Il y a un petit aspect de backbuilding à l'intérieur du jeu. Fait que si on aime le concept de souk à la corde, ça, c'est ça à son état pur. C'est le jeu le plus simple que je connais qui a la mécanique de souk à la corde, de dire j'avance de 2 là, ah non, moi je te recule de 3, ah non, mais là j'avance de 2. Puis si on fait juste se battre sur le même théâtre de guerre sans les toucher aux 4 autres, ben on va avoir joué la moitié de notre partie, puis l'un va avoir fait 2 points, l'autre 3, puis là on va OK, là, faut aller ailleurs maintenant. C'est vraiment super intéressant. Tu peux jouer, ça m'arrive régulièrement de jouer 2, 3, 4, 5 parties défilées avec la même personne. Tu peux jouer 4 games en heure quand tu es habitué. Wow. C'est vraiment un très, 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 très bon jeu de souk à la corde. Un des meilleurs que je connaisse. Je suis pas certain. Non, c'est pas le meilleur. Donc, je viens de voir c'est un genre de Watergate, hein, plus loin. Ce sera pas mot pour mot, en tout cas. Non. OK. J'ai jamais joué à ça. Ça a l'air quand même cool, pour vrai. Ouais, c'est vraiment super bon. Ils l'ont refait avec une version ROM. OK. Avec César, je sais pas quoi, là, qui conquiert le territoire de l'Italie en 20 minutes. Là. Sensiblement le même titre. Mais j'ai pas essayé cette version-là. Je peux pas dire l'auteur, Paolo Mori, il fait souvent des jeux qui sont relativement simples, mais qui ont du crunch dedans. Là. Oui, c'est l'exemple ultime. Ça a l'air de rien quand tu joues. Ouais. Puis à chaque fois que je l'ai montré à quelqu'un, au premier tour de jeu, c'était comme, ben là, il n'y a pas tant de grosses décisions que ça à prendre. Là, je place un jeton. Puis au deux, OK. OK, je comprends. Là. Mon premier jeton, j'ai comme 1000 options devant moi. Puis là, je vais-tu chercher une usine? Je vais-tu te péter une usine? Ouais. Je vais-tu déplacer de 2 ailleurs? Je vais-tu prendre tout de suite un point de victoire? C'est très tendu comme jeu. OK. Mon numéro 72,
pour moi, c'est un jeu, un très bon jeu euro, mais qui a un matériel un peu douteux. C'est Underwater Cities, OK. qui est sorti en 2018. Fait que c'est une nouvelle entrée pour le top. Un jeu de Vladimir Sushi qui était édité chez Rio Grande ici en Amérique du Nord. On n'a malheureusement jamais eu la version française au Canada. Elle est seulement disponible en Europe. Parce qu'il n'y a personne qui l'a relocalisé ici. C'est un peu triste. Mais bon, c'est un jeu qui se joue quand même bien en anglais. Il n'y a pas tant de texte que ça. Il y a beaucoup d'iconographie là, sur les cartes et tout ça. C'est un jeu où on a du engine building, de la gestion de cartes et on va avoir du placement d'ouvriers. Nos ouvriers, c'est des portes. C'est super chic. Le matériel est douteux parce que, bon, quand j'ai joué à ce jeu-là avec ma copie physique, mon plateau m'a déchiré d'entre les mains. Fait que c'est toujours le fun quand ça arrive. Puis, bon, les composantes, les affaires qu'on construit dans notre ville, c'est des petits disques de couleurs. C'est un peu laid, là, mais bon, ça fait un job pareil. Mais le gameplay du jeu est vraiment le fun. C'est un jeu, dans le fond, on va placer un ouvrier sur une des actions du plateau. Puis à chaque fois qu'on place un ouvrier, on doit jouer une carte de notre main pour l'accompagner. Si ta carte est de la même couleur que l'ouvrier, tu vas pouvoir faire l'action de la carte en plus de l'action de l'ouvrier. Mais si ta carte est d'une autre couleur, ben, elle fait rien. Mais elle sert juste à jouer ton ouvrier, parce que tu es obligé de déployer une carte pour le jouer. Fait que c'est tout le casse-tête de OK, quelle carte je me garde entre les mains, parce que tu peux juste avoir comme 3 cartes dans tes mains. Fait que là, je me garde juste des cartes vertes. Puis là, ben là, je peux juste. Si je veux bénéficier de mes effets de cartes, il faut que j'aille jouer dans la zone verte. Mais là, les actions dans la zone verte m'intéressent pas tant que mes ouvriers. Fait que toute cette décision-là est vraiment le fun puis crunchy. Puis il y a comme un équilibre entre les 3 zones. Là. Je me souviens plus exactement laquelle est laquelle. Mais, tu sais, par exemple, je sais pas, la zone verte, ben, les actions du plateau sont super poches, mais les actions des cartes sont super fortes. Mais la zone jaune, c'est comme le contraire. Les actions des cartes sont faibles, mais les actions du plateau sont fortes. Puis, mettons, la zone rouge, c'est moyen. Fait que t'as toujours cet équilibre-là à faire. T'sais, si c'est la zone que les cartes sont moins bonnes, ça va moins te déranger de ne pas l'activer, puis de juste activer le plateau. Mais si t'es dans la zone que c'est les cartes qui sont fortes, faut que tu l'actives en même temps, il faut que tu veux en bénéficier, parce qu'évidemment, ça va être une action supplémentaire qui va te donner des bonus et tout ça. Fait que ce côté-là est vraiment le fun. On a un plateau personnel dans lequel on va aller construire des cités sous-marines. Donc, on a des espèces de dômes en plastique qui représentent les cités. Dans les cités, on peut construire des usines qui sont les petits disques de couleurs, des usines scientifiques, des usines d'algues ou bien des usines de désalinisation des eaux. Bien dit. Bien dit, c'est pas facile. Puis on va, avec ces usines-là, on va générer des ressources, puis ça va être des revenus qu'on va faire après un certain nombre de manches, on a une phase de revenus qui va se déclencher. Fait que nos usines vont nous rapporter des ressources puis des jetons. Puis on va pouvoir, avec ça, évidemment, continuer à développer notre engin, notre cité. On doit construire des tunnels entre nos cités sur notre plateau. On doit aussi essayer d'aller se connecter à une espèce d'objectif à quelque part. On a des cartes d'objectifs qu'on peut aller recruter pendant la partie qu'on va pouvoir scorer à la fin de la game. On a une track d'initiative sur laquelle on peut avancer pour avoir l'initiative à la prochaine manche. Il y a beaucoup de trucs vraiment cool. Il y a des objectifs pendant la partie qu'on peut aller réclamer aussi. C'est vraiment un solide jeu euro. La production matérielle est ordinaire, mais le gameplay est vraiment très très solide. Donc, pour ces raisons, Underwater Cities, c'est mon numéro 72. Alright. Très bon choix. J'ai bien hâte de jouer. Je pense qu'on a un ami, Steve, qui aime beaucoup ce jeu-là, je ne me trompe pas. J'arrive donc à mon dernier choix pour ce segment, qui est un jeu, encore une fois, d'un auteur que j'ai déjà nommé, qui est John D. Clare, qui parfois fait des petits jeux comme Ready, Set, Bet et Cuitos, que Cuitos j'ai mis dans mon top 100, et parfois fait des jeu gargantuesque, mon numéro 71, qui est Dead Reckoning. Ouh, la nouveauté. Son plus récent. C'est peut-être l'un des plus récents dans mon top 100, dans ceux que j'ai joués, parce que moi, j'ai la version française qui était très problématique au niveau de la livraison. Ouais. Encore un jeu d'AEG.
mais dont je suis extraordinairement satisfait, évidemment. Il se retrouve dans mon top 100. Il a tassé complètement Edge of Darkness, malheureusement, Edge of Darkness. John DeClaire, il est connu pour, pour avoir développé ce qu'on appelle le Card Crafting System. Et dans ce jeu-là, c'est utilisé de façon, je ne saurais que dire, grandiose. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce jeu-là. Dans le fond, on est une équipe de pirates, puis grosso modo, on essaie de ramasser de l'or. Celui qui a le plus d'or va l'emporter à la fin de la partie. Classique. Thématiquement, c'est ça. Mais tu sais, il y a plusieurs choses intéressantes. Là, on voit en début de partie, on va déployer une espèce de map en plaçant des cartes. Une partie des cartes va être face ouverte en début de partie, la première ligne. Dans l'autre, les autres vont être face cachée. À côté de chaque ligne de cartes, il va y avoir des améliorations qu'on peut aller chercher pour nos cartes. Puis nous, on va avoir un deck de cartes qui est dans des... On va mettre une espèce de carte opaque qui va représenter un membre d'équipage dans une sleeve transparente, dans un protège-carte transparent. Puis on va aller mettre un rôle par-dessus, grosso modo, pour y aller simplement comme ça. Et ce deck de cartes-là va donc représenter notre équipage. Fait que je vais avoir le capitaine, mais des matelots, des seconds, etc., différentes personnes. Et grosso modo, là, mettons pour y aller au plus simple, je pourrais en parler pendant une demi-heure, on va se promener sur ces tuiles-là avec les cartes qu'on va jouer. Fait qu'on va tirer un certain nombre de cartes en début de partie. Notre bateau va avoir des caractéristiques de base, fait qu'il va avoir des points de cargo, il va pouvoir avoir un certain nombre de cargos dans le bateau, il va avoir un certain nombre de voiles, donc de points de déplacement. Et plus il y a de cargo, moins il va avoir de déplacement, grosso modo. Puis on va pouvoir renforcer les actions de notre bateau en jouant des cartes qu'on va avoir de notre main. Puis là, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir aller sur des îles, prendre le contrôle de ces îles-là, placer des marqueurs d'influence sur ces îles-là, puis éventuellement prendre le contrôle. Ça va nous permettre de produire des ressources sur ces îles-là, puis de les ramasser. On va pouvoir acheter des nouvelles cartes, celles qui sont sur justement à la gauche du plateau. Quand on va acheter des cartes, c'est qu'on va acheter des espèces de sleeves transparentes qu'on va glisser, fait qu'on va améliorer les personnages qu'on va avoir dans notre main. Fait que mon capitaine, je vais y ajouter une caractéristique. Puis pour ceux qui ont déjà joué au Card Crafting System, c'est le même principe. C'est qu'on va avoir des tiers de cartes, si tu veux. On va avoir une sleeve transparente que le tiers central, par exemple, il est recouvert d'une habileté. Fait que là, je peux le mettre dans ma sleeve. Puis si plus tard, j'achète un autre pouvoir, mais qui recouvre le tiers supérieur, ben, je pourrais le rajouter au même personnage. Fait que lui, il va avoir 2 caractéristiques spéciales la prochaine fois que je vais jouer cette carte-là. Puis là, c'est à moi de tenter de créer des combos. Est-ce que je vais faire beaucoup de déplacements, beaucoup d'attaques, beaucoup de récolte de ressources? Est-ce que je vais faire un effet que plus il y a de gouvernail sur ma carte, plus d'icônes de gouvernail, plus je vais avoir un effet particulier qui va se déclencher. On va essayer de créer les différents combos. Fait on va se promener pour aller chercher ces cartes-là qu'on trouve intéressantes, ces améliorations-là qu'on trouve intéressantes, parce qu'il va y avoir une amélioration sur chacune des tuiles. On va tenter d'aller récolter de l'argent. On va revenir au quai parce qu'on ne peut pas garder tout sur notre bateau. Notre bateau a une quantité limitée de matériel, puis ça coûte de ce matériel-là, de ces ressources-là pour acheter une nouvelle carte. Puis l'or, lui, c'est des points de victoire. Fait que quand je vais ramasser de l'or, je vais aller le reporter au quai pour faire de la place sur mon bateau. Je vais ramasser des barils qui me permettent d'acheter des cartes, puis je vais retourner à l'aventure, faire de l'affaire. Et, j'ai pas encore parlé de le système de combat. Ouais, si il y a une j'affronte... tour à cube là-dedans. Là. Il y a une tour, le bateau qu'on voit dans le haut de l'image, c'est une tour à cube. Fait que quand j'affronte, que ce soit des ennemis que je rencontre, des ennemis neutres qu'on rencontre, qui sont des cartes que quand on les bat, tu flippes et tu mets ça dans une de tes sleeves, ou que je décide d'attaquer un autre joueur, ben, ce qu'on fait, c'est que selon la puissance de combat qu'on a, on prend des cubes, on garoche ça dans la tour à cube, et selon où ça atterrit, ça déclenche différents effets. Fait que ton combat, ce que j'adore, c'est que ça fait très combat de grande mer de type pirate des Caraïbes que c'est 100% aléatoire ce qui va se passer dans le combat. C'est extrêmement chaotique. Parce que je peux lancer 8 cubes, puis tu peux en avoir 2, puis finalement, mes 8 cubes, ils atterrissent tous sur 8 cases où je vais générer des ressources, mais je te fais pas de dégâts. Puis toi, tu me fais un dégât, fait que c'est toi qui gagne. Même si tu avais 2 cubes, puis je n'avais 8. Ça arrive régulièrement, mais le combat n'est pas particulièrement punitif parce que tu as des moyens relativement faciles de récupérer des conséquences du combat. Puis si j'ai lancé 8 cubes et je t'ai pas fait de dégâts, ben ça veut dire que j'ai généré beaucoup de choses. Il n'y a presque aucune case qui fait rien. Fait que si je te fais pas des dégâts, c'est que je génère des ressources, que ce soit de l'or ou des barils. C'est un combat à la Scythe un peu. C'est un combat euro. Là. Ben... Scythe, tu vas calculer le résultat de ton combat. C'est quand même une enchère, le combat à la Scythe. Lui, c'est que si je gagne pas le combat, je gagne autre chose.
Ok, ouais. Fait que si j'ai pas fait de dégâts, ça veut dire que j'ai fait des ressources. Toutes les cases, c'est soit je fais des ressources, soit je fais des dégâts, grosso modo. Fait que si je fais pas de dégâts, donc je fais des ressources. Fait que si j'ai pas réussi à t'attaquer, minimalement, je sors de là avec plein de barils, plein d'or, puis là, je peux aller faire quelque chose avec ça. Fait que des fois, j'ai quasiment le goût d'attaquer quelqu'un. Quand moi, j'ai pas beaucoup de ressources dans mon bateau, peut-être que je vais perdre le. Si je gagne le combat, tant mieux, mais si je le perds, je vais avoir généré quelques ressources, je suis content. Puis là, peut-être que je peux aller acheter telle carte qui est sur telle case, puis il me manquait un ou deux barils pour l'acheter. Fait que, tu sais, ça m'est arrivé de me lancer dans des combats en espérant quasiment, faudrait pas que je fasse trop de dégâts, là. Je veux pas en faire 8, je vais en faire un ou deux max parce que j'aimerais ça faire des ressources. Ouais. Puis c'est une façon d'en faire. Il y a vraiment des belles idées. Puis en plus, le jeu vient avec un système de saga que je n'ai même pas encore essayé. Fait que, qui te permet de jouer de façon évolutive à travers une espèce de campagne. Puis, tu sais, j'aime tellement le jeu que j'ai déjà backé, supporté sur Kickstarter la troisième saga qui est sortie, puis j'ai pas encore joué à la première. Fait que, d'après moi, c'est un jeu qui, avec les années, va grimper parce que je le trouve vraiment intéressant. C'est juste que je l'ai reçu, je pense, fin novembre, puis j'ai eu le temps de jouer avec tous les reçus, les réceptions Ouais. qu'on a eues, puis le temps des fêtes, tout ça. Je pense que j'ai joué trois, peut-être quatre fois. Mais d'après moi, c'est un jeu que, au fur et à mesure que je vais jouer, je vais faire OK. Là, parce que la première fois, il n'est pas facile à le maîtriser au niveau des règles. Mais d'après moi, il va exploser là, dans les rangs au fil des années. Yes. J'ai hâte d'essayer, lui. Ça a l'air vraiment cool. Oui, alors il est vraiment, vraiment le fun. Ok, on va finir ça avec mon numéro 71. Je retourne avec un jeu de Monsieur Lang. Fait qu'on va le saluer une deuxième fois. Donc, j'ai choisi The Godfather. Mmh. L'Empire de Corleone. Corleone. Donc, jeu sorti en 2017 qui était 40e dans mon top 100 précédent. Fait que quand même, il y a quand même de grégolé, mais c'est pas un jeu que j'ai nécessairement sorti tant de fois que ça depuis ce temps-là. Mais quand même, j'ai souvent réussi à y jouer une ou deux fois dans les 5 dernières années. Puis c'est un peu un jeu méconnu dans les jeux de Rick Lang, on dirait. C'est un jeu qui a comme passé un peu under the radar parce il a pas passé par Kickstarter, lui, si je me trompe pas. Non, non, il est sorti direct en magasin. C'est ça, puis c'est rare qu'ils font ça avec leur jeu de figurines, Simon. Simon, ça me semble en plus, Euh, ouais, c'est Simon. ouais, c'est Ouais. ça. J'essaie de trouver une belle image. Ah, ça, c'est pas super. Fait qu'on va avoir une map de New York qui est séparée en différents quartiers. Puis on va avoir des emplacements où il y a des boutiques qui sont les emplacements d'ouvriers. Puis dans le fond, dans la boutique, il va y avoir des emplacements d'ouvriers carrés que tu peux placer tes goons. T'envoyer tes goons faire du racketing là, dans les différents Ouais. commerces pour gagner ce que les actions te donnent. Puis tu as des emplacements d'ouvriers qui sont des cercles qui, eux, vont se trouver à l'intersection de Ouais. plusieurs quartiers de la ville. Fait que eux, tu vas envoyer tes membres de ta famille. Là. Tu fais que des gens un peu plus. Des gens qui ont plus de l'influence. Fait qu'eux, ils vont pouvoir faire l'action, mais qui est comme en arrière des quartiers, mais de tous les quartiers de ces secteurs-là qui touchent. Fait que c'est des actions moins fortes, mais ils en activent plusieurs d'un seul coup. Fait que t'as ces deux sortes-là d'ouvriers. Fait que c'est un jeu de placement d'ouvriers, puis de contrôle de territoire, de majorité en fait. Fait que c'est quand même deux styles qui sont pas si faciles que ça à mélanger, puis qu'il n'y a pas tant de Non. jeux qui utilisent ça. Oui, il y a des majorités souvent dans les jeux euro, mais celui-là, il y a un peu plus le côté take-that d'un jeu Ouais. de contrôle de territoire. Ça fit avec le Oui, thème. t'es dans la face des autres. Oui, c'est ça. C'est un placement d'ouvriers take-that. Faut être conscient de ça. Puis quand on tue tes ouvriers, on les envoie dans le fleuve, mais c'est juste pour la ronde. Tu vas les récupérer après. Ils sont pas morts pour toute la game. On les envoie dans la rivière Hudson. C'est quand même drôle, par Oui, exemple. c'est ça la règle. C'est pas une joke. Ouais, faut que tu les couches dans le fleuve. Ouais. Fait que c'est un jeu qu'on va faire des actions, on va ramasser des cartes de ressources. Puis éventuellement, on va essayer de faire de l'argent, donc de gagner des cartes d'argent qu'on va placer dans notre main. Puis éventuellement, on va faire des actions de coffre-fort. Puis les actions de coffre-fort vont te permettre justement d'aller placer tes cartes d'argent dans ton coffre-fort. Puis une fois qu'ils sont dans ton coffre-fort, ton argent est sécurisé. Ça veut dire tu vas comptabiliser tout ce qui est dans ton coffre-fort à la fin de la partie pour ton score. Mais toutes tes cartes de mission, toutes tes cartes d'argent, toutes tes cartes, c'est la même main de cartes. Mais ta main de carte, elle est limitée. Fait que tu peux pas juste garder tout dans ta main. À un moment donné, tu n'as pas le choix, tu as trop de cartes en main. Mais ton argent, il faut que tu ailles la sécuriser dans ton coffre pour pouvoir justement baisser le nombre de cartes que tu as en main puis essayer de faire d'autres choses avec ces espaces-là dans ta main. Fait que c'est super intéressant.
t'as le côté contrôle de territoire qu'à la fin de chaque manche, on va regarder qui a le plus d'influence dans un territoire. Fait qu'on compte le nombre d'ouvriers que tu as qui sont présents, puis les membres de ta famille là, qui touchent à tous les quartiers. Puis on va gagner une espèce de jeton de contrôle. Puis le jeton de contrôle, ben, dans la manche suivante, celui qui a une majorité de contrôle dans ce territoire-là, à la fin, à la prochaine manche plutôt, ben, si on va faire des actions dans son quartier, si on va faire du racket dans son quartier, ben, il faut qu'on y paye quelque chose. Là. Fait qu'il va gagner lui aussi des ressources parce que c'est lui qui contrôle ce quartier-là. Fait que ça a un gros avantage d'être majoritaire dans un quartier parce qu'on va ramasser des ressources gratuites quand les autres vont venir faire des actions dans ce quartier-là. Il y a vraiment des belles choses. On a aussi à la chaîne, à chaque manche, on va faire une espèce d'enchère pour gagner un personnage qui nous donne un pouvoir. Fait que ça va nous permettre d'avoir des petits pouvoirs qui s'accumulent au fur et à mesure de la partie. Fait que c'est quand même assez intéressant comme principe. Ils ont été un peu lazy sur le visuel des cartes. Là. C'est comme l'image du film. Là. C'est comme la couverture du film, mais sur toutes les cartes, c'est la même image. Fait qu'il n'y a pas de visuel sur aucune carte. Là. Mais je peux dire que sur Board Game Geek, il existe un fichier. Si toi, tu sleeves tes cartes, puis que tu as une imprimante couleur, il existe un fichier où ils ont refait comme toutes les cartes que tu fais juste découper sur une feuille de papier, puis tu glisses dans ta sleeve, puis ça couvre le bas de la carte, ou le haut de la carte. En tout cas, ça couvre le bout qui serait censé avoir une image, mais qui n'en a pas. Qui est toute la même, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Mais c'est vraiment un jeu tendu, puis un jeu assez unique en soi dans son style. Fait que tu sais, un placement d'ouvriers avec du gros take-that puis du contrôle de territoire, ça fait quand même changement si tu fais un jeu de gestion un peu plus interactif, puis un peu plus immersif, thématique. Vas-y, excuse-moi. Le parrain, je pense, fait vraiment une belle job là-dedans. Ouais, puis c'est un jeu qui est réussi parce que je l'ai déjà vu une fois ou deux, entre autres, je pense que c'était Katia chez toi. C'est un jeu où tu peux réussir à te cacher. Là. C'est un jeu, si tu vois que d'autres joueurs attirent l'attention en attaquant régulièrement, en faisant des grands coups d'éclat, puis toi, tu réussis à faire ton petit 10$ là, régulièrement en mettant dans ton coffre-fort sans trop attirer l'attention. J'ai vu des parties où à la fin de la game, on était là, c'est sûr qu'un tel, c'est lui qui mène, puis finalement, il y a quelqu'un qui sort de nulle part et qui mène par 30$. Parce qu'il a réussi à se faire tranquille tout le long de la partie, à ne pas se faire trop achaler. Puis le scoring est caché parce que tu sais jamais combien d'argent les autres ont dans leur coffre parce que ton action c'est de mettre 2 cartes dans ton coffre. Ben, je mets ces 2 cartes-là, mais tu sais pas, tu mets des 1$, des 5$, des 10$. Tu sais pas. Puis c'est un jeu que tu peux jamais te faire de change avec tes cartes. Si tu as gagné de l'argent, ben, tu as gagné un 5 puis un 1. Ben, ton 5, tu peux pas le briser en d'autres choses ou tu peux pas enlever 2-5 pour faire un 10. Tu peux pas te faire de change dans ce jeu-là. Fait que c'est vraiment le nombre de cartes que tu as en main puis les cartes que tu vas aller mettre dans ton coffre-fort. Puis comme tu dis, les gens vont embarquer dans le thème du jeu parce que tu as comme une carte, c'est comme d'aller tuer des ouvriers d'autres joueurs pour les tasser des emplacements puis les utiliser après. Puis là, les joueurs embarquent, c'est comme, OK, t'es venu tuer mes ouvriers, mon sale, j'ai envoyé mon monde pour me les venger. Puis là, t'es comme un gros mafieux. Mais là, comme tu dis, les joueurs vont se mettre à se taper dessus, mais celui qui est tranquille dans un coin, il accumule son argent. Qui réussit à le faire sans trop se faire achaler. C'est ça, fait que non, on embarque dans cette thématique-là. Parce qu'il fonctionne bien à 3, mais il shine, il brille à 5, ce jeu-là. Oui, c'est ça, c'est un jeu qui est bon à plusieurs, parce que l'aspect, justement, contrôle de territoire, majorité, fonctionne beaucoup mieux à plusieurs. Parce qu'il y a le défaut de ne pas avoir une map plus petite à 2 ou à 3 joueurs. Ouais, il y a des emplacements qui sont peu utilisés, là, mais bref, c'est moins efficace. C'est ça. Fait que beau petit jeu qui n'est pas assez connu, je pense, dans les jeux de Simon. Le parrain. Le Godfather, on avait utilisé ce jeu-là dans une épreuve des Meeple Olympiades, d'ailleurs, en 2019. Donc, voilà. Mon numéro 71, le parrain à l'Empire de Corleone. Oui. Bon, excellent choix. Et ça termine ce troisième segment, donc nos positions 71 à 80 de ce nouveau top 100 revisité. Donc, encore une fois, on vous invite à venir nous écrire des commentaires sous la vidéo pour jaser de nos choix. Qu'est-ce que vous pensez des jeux qu'on a sélectionnés dans cette tranche de notre top 100? On a hâte de vous lire. Et merci à toi encore une fois. Toujours merci de l'invitation. Les gens à la maison, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, dépêchez-vous. Là, le top 100 commence à rouler. Allez vous abonner avec le petit bonhomme en bas de l'écran. Vous
pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, ça peut aussi vous donner accès à notre serveur Discord pour avoir des petits scoops et des behind the scenes VIP. Et une très belle communauté qui participe énormément. Et voilà. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode du Top 100. On vous souhaite bonne journée. Continuez de gamer. Ciao, faites attention à vous.